Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live exceptionnel de Futura. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et de toute façon, vous avez intérêt à être en forme parce que ce soir est un grand soir. Nous allons nous poser sur Mars, tout simplement. Voilà, l'engin télécommandé, très certainement le plus avancé de l'histoire de l'être humain, va se poser sur une autre planète. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réaliser un peu ce que ça fait. Vous me connaissez peut-être sur Futura de par les chroniques de l'espace dans lesquelles j'interviens, sur Futura, Futura Science. Mais ce soir, je ne serai pas tout seul. J'ai le plaisir d'accueillir des invités de choix, et pas des moindres, des experts sur la science spatiale. Et on va les accueillir sans plus tarder. Voilà, messieurs, vous êtes en direct. Je vous demande tous d'accueillir du coup Charles Frankel. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à toutes et à tous. Donc Charles Frankel, vous êtes géologue avant tout et vous avez écrit plusieurs livres, c'est ça? Alors oui, j'ai écrit en particulier au sujet de la planète Mars, la vie sur Mars. Ça, c'était dans début des années 2000, sur les soupçons qu'il pourrait y avoir une vie primitive sur la planète Mars. Et un peu plus tard, vers 2008, j'ai écrit L'homme sur Mars, qui est un peu le plan de vol de ce que pourrait être une mission pilotée vers la planète rouge. Et plus récemment, mais c'est une autre planète, ou plutôt un autre astre, j'ai raconté un peu ma version des vols Apollo que j'ai connus quand j'étais jeune et qui s'appelle donc l'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune. Voilà. Super. Bah, bienvenue Charles. Bienvenue pour passer une bonne heure et demie ensemble. Et j'accueille aussi Thomas Fouché, qui est astrophysicien et planétologue, exoplanétologue même, si on peut dire, au centre Goddard de la NASA, qui nous parle du coup en direct de Washington, si j'ai bien compris. C'est bien ça, ouais. Salut Nathan, salut à tous. Oui, depuis chez moi, parce que bon, du coup, avec le Covid, la NASA est majoritairement fermée. Mais oui, donc je suis au Goddard, donc juste à côté de Washington. Je m'intéresse pas particulièrement aux exoplanètes, qui sont vraiment mon sujet de recherche principal. En particulier les planètes TRAPPIST 1, qui doivent probablement parler à pas mal d'entre vous. Et donc, je simule le climat et les atmosphères que pourraient avoir ces planètes et aussi comment on pourrait éventuellement détecter des biosignatures avec le James Webb ou les futurs télescopes qui seront construits au Chili. Et je travaille aussi sur Mars, en fait. Je fais aussi des modélisations climatiques de Mars. Et je m'intéresse aussi à la météo martienne. Donc sur Curiosity, on a toujours la station météo REMS, donc j'analyse ces données-là. Et là maintenant, avec Persévérance, on aura MEDA qui sera plus performante. Et donc je suis vraiment très, très impatient de pouvoir aussi analyser ces données-là. Voilà, nous avons fait les présentations, donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les spectateurs qui nous rejoignent sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. Vous êtes extrêmement nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions dans les différents chats des différents réseaux que vous utilisez, et nous y répondrons avec du coup nos deux experts. Et donc voilà, nous répondrons à toutes vos questions, évidemment, sur le sujet, hein, qui est Mars, la mission Mars 2020, ou l'exploration de Mars en général. Hein. On va pas parler de trou noir ou quelque chose comme ça. Et donc, bah, bienvenue. Voilà, bienvenue, on va pouvoir commencer officiellement. Donc, Persévérance. Persévérance, la mission Mars 2020, on va d'abord peut-être un peu la présenter. Donc c'est sûrement, sauf si vous vivez dans une grotte depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est le rover Perseverance de la mission Mars 2020 qui va enfin atterrir sur Mars après son lancement cet été, l'été dernier, et qui va atterrir sur Mars, donc en quelle heure il est 20h47, d'ici une heure, normalement, on aura la confirmation, et qui va nous en mettre plein les yeux, quoi. Alors, pour info, avant toute remarque, alors déjà, on dit atterrir sur Mars.
Voilà. Point barre. On dit atterrir sur la Lune et atterrir sur Mars, rien d'autre. Et deuxièmement, évidemment, beaucoup le font remarquer, ça sera pas, les données que nous recevons ne sont pas en direct. Les données, la lumière met à peu près 14 minutes pour parcourir la distance qui sépare la Terre de Mars. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, normalement, si on y pense, on vous le dira, quelque chose comme normalement le rover devrait être au sol, normalement à cette heure-là, mais on ne recevra les données officielles de la NASA que un quart d'heure plus tard. Donc, ça sera en direct, mais par rapport à la Terre, bien évidemment. Voilà pour la présentation succincte de ce live. Donc j'espère que vous êtes frais. On est parti pour, allez, 1 heure et demie, voire 2 heures si on a beaucoup de questions. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois. Et maintenant que j'ai bien meublé le temps que tout le monde arrive, on va pouvoir commencer à discuter. Ça vous dit ? Absolument. C'est parti. Alors, donc cette mission mars 2020, elle est très importante pour plein de choses en fait. On aura beaucoup à en parler. La première chose, c'est déjà que c'est le rover le plus complexe. Hein. On peut dire ça, c'est le rover le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. Oui, tout à fait. En fait, c'est le jumeau, mais le jumeau amélioré de Curiosity qui s'est posé maintenant il y a 10 ans sur la planète Mars et qui fonctionne encore. La NASA a décidé, bah, pourquoi pas doubler la mise, et ils en ont profité bien sûr pour améliorer les petits défauts et puis pour mettre une nouvelle suite d'instruments améliorés, puisque 10 ans se sont écoulés. Et je crois que là, vous avez à l'image la sonde telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'elle arrive plein pot sur la planète Mars à une vitesse d'environ, si je me souviens bien, d'à peu près 20 000 km/h. Elle peut faire du 5 km par seconde à peu près. Quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, elle tombe. Elle a fait un long voyage et puis elle va croiser, évidemment tout a été calculé pour qu'elle croise Mars exactement à l'endroit où Mars se trouvera sur son orbite au moment T et aborder l'atmosphère dans les meilleures conditions avec un angle évidemment parfaitement calculé. D'ailleurs, pour info, j'ai reçu à l'oreillette l'information de ce que vous voyez là, le poste de contrôle qui est au JPL, hein, si je dis pas de bêtises. On est à 45 minutes de la rentrée atmosphérique. Voilà. Et ensuite, il restera qu'une dizaine de minutes, grand max, entre la rentrée atmosphérique et le moment où la sonde doit toucher le sol. Voilà. Alors, tant que j'y pense, je précise aussi. Alors, j'en vois toujours qui insistent qu'on dit amarcissage. Non, on ne dit pas amarcissage du tout. Donc, j'y reviendrai plus maintenant. C'est la deuxième fois. Ouais, c'est pas accepté ni par l'Académie des sciences, ni par l'Académie française, ni par le CNES. On atterrit sur une surface solide, on amérit sur une surface liquide, mais ça n'a rien à voir avec la planète. Voilà. En anglais, on dit landing, tout simplement. Landing en référence au sol, voilà. À terre, dans atterrissage, ouais. La Terre fait référence à la Terre, au sol, pas à la planète Terre, tout simplement. Sinon, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous devez dire je affrancise ou je européanise ou je américanise. Pour chaque lune du système solaire. Tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, avant de parler d'amarcissage, je précise aussi pour tous ceux qui se demandent ou quoi que ce soit, c'est extrêmement improbable qu'on ait des images réelles ce soir. Tout ce qu'on va voir, ça sera exclusivement de la simulation 3D, qui est la simulation 3D que les ingénieurs à la NASA sont en train de regarder en même temps. Les images déjà mettent, comme on a dit, un quart d'heure à venir sur Terre, mais en plus, les données, les flux de communication radio de la sonde sont exclusivement réservés à la télémétrie, aux données, si tout fonctionne bien, etc. Vous vous doutez bien. Les images, on en aura, mais a posteriori, dans plusieurs jours, on aura même plein de vidéos, ça va être exceptionnel. On y reviendra en détail sur toutes les caméras qu'il y aura. Alors, je précise aussi, s'il y en a qui nous rejoignent encore à ce moment-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans les différents chats, si vous nous regardez sur YouTube, Facebook ou Twitch, et nous y répondrons quand on aura le temps. Voilà.
parce que je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, c'est super. Donc oui, Charles l'a bien dit, c'est un peu le jumeau de Curiosity, en fait, le jumeau plus de Curiosity. Donc c'est une émission extrêmement importante, pour plusieurs raisons, on l'a dit. Et d'abord, peut-être faire un petit retour sur l'exploration de Mars, tout simplement. Hop. Alors l'exploration de Mars, elle a à peu près 60 ans. Ça a commencé au début des années 60. Je vais étaler ma science Oui, un petit peu, ouais. 67, enfin, les Russes ont Ou essayé c'est avant. plutôt, ouais, Oui, c'est ça. 63, je crois. 65 avec Mariner 4 et 69 avec Mariner 7-8, si je ne m'abuse. Alors, je vais vous dire ça de suite parce que j'ai mes petites fiches. Hop. Et voilà. 5 peut-être. Je crois que c'est 64, 65. 63, 64, j'ai retenu. C'était avec en effet, les Donc, c'est premières bien missions russes. 64 qui est arrivé, c'est ça. 64. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, il faut se replonger, bien sûr, 50 ans en arrière, mais les sondes à l'époque n'avaient pas encore la masse qui était envoyée vers Mars n'était pas suffisante pour les doter d'une rétrofusée. Les premières sondes ne faisaient que passer en coup de vent, comme on a fait Ce plus qu'on tard appelle un pour survol des Sputnik. planètes. C'est des survols. Mhm. Alors, c'est des survols. Vous imaginez bien qu'à l'époque, les caméras étaient extrêmement primitives. Et donc, elle est passée en trombe en ce qui concerne, je crois, Mariner 4, elle a dû faire qu'une vingtaine de photographies. Et Mariner 6 et 7, un peu plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par malchance, la salve de photographie, parce que pensez que c'est une ligne simplement de photographie qui traverse l'hémisphère de Mars, ils ont survolé les terrains les moins intéressants. Et donc, ça a été la douche froide euh, pour la NASA, également pour le grand public, de voir, en plus, imaginez bien que la résolution était mauvaise, très basse, et on voyait en noir et blanc des cratères d'impact émoussés, comme ceux de la Lune, encore plus émoussés d'ailleurs, par l'érosion, car il y en a un peu sur Mars. Et donc, c'était très décevant. Et si on s'était arrêté uniquement à ça, en disant, allez, on change de planète, eh bien, on aurait raté le gros lot. Et c'est un peu plus tard, Mariner 9, Mariner 8 a échoué, hélas. C'était deux sondes jumelles. À une certaine époque, on envoyait les sondes par paire, parce qu'on se disait que il y en avait souvent, il pouvait y avoir un accident au décollage ou une panne en cours de vol. Hmm. Donc, on mettait, on envoyait deux sondes à la fois, qui étaient les mêmes, qui étaient des jumelles. Et on avait fait ça, donc, avec Mariner 8 et 9, ben 8 a échoué, mais 9 a Et réussi. j'ajouterais même Et qu'à cette époque, on avait l'argent pour envoyer deux sondes à la fois. À l'image de Voyager 1 et 2 d'ailleurs. on avait l'argent, et puis c'était risqué, donc voilà, il fallait doubler la mise. Et Mariner 9 s'est mis en orbite. Alors là, c'était donc, on était maintenant en 1971. Les fusées étaient plus puissantes, on savait mieux faire le travail, et il y avait la place pour une rétrofusée et des instruments et des caméras plus sophistiqués. Et donc Mariner 9 s'est mise en orbite et donc a photographié toute la planète. Et c'est uniquement en 71 qu'on a eu, et encore, je précise avant de terminer, on est arrivé en plein pendant une tempête de poussière. Vous savez que Mars a des tempêtes, alors on dit pas des tempêtes de sable, mais c'est pas le bon mot, parce que c'est des particules beaucoup plus fines qui Hmm. s'élèvent dans l'atmosphère. Le vent, l'atmosphère ne peut pas soutenir du sable, c'est de la poussière. Et il y a eu une tempête de poussière globale, comme ça arrive toutes les quelques, on va dire, décennies, Mhm. autour de la planète. Ce qui fait que quand la sonde est arrivée, ben, il n'y avait rien à voir. Mars était complètement caché de poussière et il a fallu attendre que la poussière tombe progressivement. Et en fait, c'était un suspense fantastique parce qu'on a vu apparaître progressivement La une surface. planète extraordinaire avec des volcans, un grand canyon, etc. Bon, j'arrête là. Et tout à fait, oui, Je c'est vrai, reviendrai. c'est une planète extraordinaire au niveau de la surface. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs si on a le temps de parler un petit peu de géologie martienne, puisqu'on a la chance d'avoir un géologue avec nous. Euh, et j'en- le-
le mot que j'ai envie de conclure sur ce qu'a expliqué Charles, c'est que Mars, bizarrement, c'est dur. C'est dur. Alors, c'est très dur d'aller dans l'espace déjà. C'est très dur d'aller sur les autres planètes. Et Mars, c'est très 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 dur d'aller sur Mars. J'ai quelques statistiques là pour bien prendre conscience de l'enjeu d'une mission comme Persévérance qu'on va avoir. Au total, dans l'histoire d'exploration spatiale, il y a eu 47 missions lancées vers Mars. Parmi ces 47 missions, il n'y a eu que 28 succès. Et dans toutes ces missions, dans toutes ces 47 missions, il y a eu 21 missions d'atterrissage lancées. Et dans ces 21 missions d'atterrissage, c'est-à-dire le reste, c'est juste des sondes en orbite qui n'atterrissent pas, qui ne rentrent pas dans l'atmosphère. Donc sur 21 missions d'atterrissage, il n'y en a eu que 8 de réussis. Tous américains. Les soviétiques, ils ont essayé pendant 60 ans, ils essaient encore, ils n'ont jamais arrivé. L'Europe, on a lancé une sonde, on y arrive, très bien. Par contre, atterrir, on ne sait toujours pas. La Chine qui va essayer dans quelques mois maintenant avec Tianwen 1, on va voir s'ils y arrivent. Mais tous les atterrissages sur Mars réussis étaient tous américains et il n'y en a eu que 8. Et parmi ces 8, il n'y a eu que 4 rovers, à savoir Sojourner avec la mission Pathfinder, Spirit et Opportunity, les deux jumeaux, au début dans les années 2000, et Curiosity. Et c'est les seuls rovers. Et le prochain rover, ça va être Persévérance là dans quelques minutes, dizaines de minutes même. On est passé sous l'heure. Et d'ailleurs, parmi ces 4 rovers présents sur Mars, il n'y en a plus qu'un seul qui est actif, c'est Curiosity. Donc, l'espace, il y a une expression anglaise, c'est space is hard. L'espace, c'est dur. Et Mars, c'est encore plus dur. C'est vraiment très dur, quoi. Parlons un peu du coup de la mission maintenant qu'on a présenté un peu le contexte historique. Est-ce que Thomas, tu veux nous parler un peu de la mission? Tu voudrais présenter un peu? Ouais, j'ai vu qu'il y avait une question sur quand est-ce que les échantillons allaient revenir sur Terre. Et donc, en fait, avec Persévérance, ce qui est vraiment super, c'est que bien que le rover est vraiment optimisé pour l'exobiologie, donc là, le message est ce qu'on appelle suivre l'eau. Donc, on va vraiment essayer d'aller dans les endroits où on sait qu'il y a eu de l'eau dans le passé et donc potentiellement chercher pour des traces, des fossiles, si vous voulez, d'activités biologiques passées. Mais donc, même si le rover est très sophistiqué, ça ne va pas remplacer la science qu'on peut faire en laboratoire sur Terre. Et donc, idéalement, il faut renvoyer des échantillons vers la Terre. Et donc, avec Persévérance, en fait, le rover va pouvoir collecter des échantillons durant sa mission. On a une durée nominale de mission qui est d'une année martienne, donc qui est environ 667-668 jours, grosso modo presque 2 années terrestres. Et pendant ce temps-là, en fait, Persévérance va collecter des échantillons à différents endroits et laisser des petits tubes, il y en a environ une quarantaine, sur le sol. Et on prévoit ensuite d'envoyer une autre mission qui s'appelle Mars Sample Return, donc les retours d'échantillons martiens, il me semble vers 2026. Et donc là, on enverra donc cette mission qui va atterrir sur Mars, collecter les échantillons sur le sol, puis redécoller. Et ça, ce sera une première parce qu'on n'a jamais vraiment redécollé depuis une autre planète. On a redécollé depuis la Lune, mais pas depuis Mars. Et ensuite, ces échantillons seront donc renvoyés sur Terre pour être analysés avec donc des technologies de pointe. Et c'est ce qui est encore fait à l'heure actuelle en fait avec les missions Apollo. Là où je suis au Goddard, j'ai vraiment la chance le bureau à côté de moi en fait. On est encore en train d'ouvrir des boîtes en fait d'échantillons lunaires des missions Apollo qui ont été mis sur le côté parce qu'on s'est dit voilà, il faut dans des dizaines d'années on va avoir une meilleure technologie, des meilleurs outils et donc il faut garder un peu des échantillons et les analyser plus tard. Et c'est possible qu'on ait une approche similaire pour Mars, mais en tout cas, voilà, on a vraiment besoin de faire ce retour en laboratoire pour avoir une analyse très pointue des échantillons. On rappelle presque plus, d'ailleurs, 400 kilos d'échantillons de roches lunaires qui avaient été ramenés par Apollo. Donc oui, même aujourd'hui, on est encore en train de les analyser.
Et donc oui, on a ramené des échantillons extraterrestres que depuis la Lune dans l'histoire. Et donc ramener des échantillons de Mars, ça sera une première, mais il faut, comme l'a précisé Thomas, il faut d'abord décoller. Déjà atterrir c'est difficile, alors décoller c'est une autre affaire. Et donc voilà, la chose à retenir c'est le Mars Sample Return en 3 phases. Donc la première phase est en Persévérance qui va ramasser ces petits machins. Alors exactement, tu as dit une quarantaine, c'est 43 petites carottes de Mars qui vont faire la taille d'un crayon à peu près. J'ai pas de crayon ici. Qui vont faire la taille d'un petit crayon. Donc 43 petites carottes qui va les laisser là. Deuxième phase, le petit rover qui va ramener tout ça et l'envoyer en orbite. Et la troisième phase qui va ramener tout ça sur Terre. Donc ça, les 2 autres phases, déjà on ne sait pas les faire. Donc ça sera pour le futur. On est encore en train de plancher dessus. Et donc la première phase, pas la première phrase, la première phase, qui est donc Persévérance. Persévérance qui amène aussi un petit compagnon. Ça, on l'oublie assez souvent, mais le petit compagnon Ingenuity. Alors, pas forcément rester très longtemps sur Ingenuity. Est-ce que l'un de vous deux veut en dire un mot? C'est vrai que c'est un petit hélicoptère, je crois qu'il fait une dizaine de kilogrammes, si je ne m'abuse, Thomas. Il fait 1,8 kg et Ouais, 1 c'est mètre encore 1 kg, ouais. 1,8 kg, donc bien plus léger que je le pensais, Aussi gros que ça, et à peu qui près, est en fait comme ça. l'équivalent d'un petit drone, Ouais. en fait. Et c'est bon, on se dit bah oui, bah c'est simple, on sait faire des drones, mais c'est pas facile parce que c'est un ajout un peu de dernière minute. Il a des ailes, je pense qu'elles sont repliées, donc il faut qu'il les déplie. Et là aussi, Thomas me corrigera si je me trompe. Et en fait, c'est pas facile de voler en hélico sur Mars parce que l'atmosphère est extrêmement fine. La gravité a bien, effectivement, est inférieure à la gravité terrestre. Hein. La gravité martienne, c'est 0,38 ou 0,39 G, enfin 38-39% de la gravité terrestre. Donc vous dites, OK, les choses sont plus légères, c'est plus facile de voler. Oui, mais si vous volez avec des rotors d'hélico, avec des pales, pour brasser l'air et faire des effets de succion, etc., pour monter, bah, si vous n'avez pas beaucoup d'atmosphère, c'est hyper dur. Les pales doivent tourner plus vite, elles doivent être plus grandes. Et ça pose vraiment des gros problèmes d'ingénierie. Thomas, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Parce que c'est pas ma spécialité, les hélicos martiens. Oui, exactement, ouais, c'est pas non plus la mienne, mais j'allais dire que en fait c'est vraiment une démonstration là qui est faite. Il n'y a pas de mission scientifique vraiment liée à Ingenuity. On démontre effectivement la possibilité d'un vol comme ça avec un hélicoptère sur une autre planète. Faut savoir que pour un autre objet du système solaire Titan, on a une mission que la NASA va envoyer qui s'appelle Dragonfly, où là on va vraiment aussi là avoir un hélicoptère qui va voler, cette fois-ci vraiment faire une mission scientifique importante. Bon, l'atmosphère de Titan est bien plus dense que celle de Mars, hein. Mais oui, là pour Ingenuity, c'est vraiment simplement la démonstration de ce qu'on pourrait faire sur une autre planète et puis potentiellement utiliser les données qu'on va recueillir pour vraiment des missions spatiales dans le futur. Ouais, tout à fait. Le mot a été dit, c'est un démonstrateur avant tout, Ingenuity. Alors, c'est un démonstrateur, ça peut paraître réducteur, dit comme ça, mais il faut bien se rendre compte que c'est le premier engin à faire un vol, à voler au-dessus d'une autre planète, dans le ciel d'une autre planète. Hein. Donc, c'est vraiment une première. Je préciserai quand même que bon, c'est le premier engin motorisé à voler dans l'atmosphère de notre planète, mais dans Vénus, on a largué des ballons-sondes dans les années 70. Une idée de Jacques Blamont, qui est un grand chercheur et fondateur un peu du CNES en France, et qui avait eu cette excellente idée, et en particulier les sondes soviétiques Vega 1, Vega 2, et la sonde américaine Pionnier Vénus, avaient toutes les trois largué un ballon sonde dans l'atmosphère vénusienne. Donc ça, c'est juste pour l'anecdote historique. D'ailleurs, on a eu un bref aperçu d'un journaliste de la NASA à côté d'une maquette de Persévérance à taille réelle. Donc vous voyez, c'est quand même un assez imposant rover. Il fait une bonne taille de grand être humain en hauteur et il est assez gros en taille. C'est une belle voiture, hein. Ça fait 1 tonne. C'est vraiment impressionnant. Tout à fait. J'ai eu la chance de voir Curiosity, enfin sa réplique au JPL.
Et c'est vraiment, oui, ça fait la taille d'une voiture, c'est très Une voiture. impressionnant, quoi. Et d'ailleurs, seulement quelque chose comme 7% de cette masse, de toute cette masse, est désigné aux instruments scientifiques. On va y revenir aux instruments scientifiques. Euh, mais voilà, c'est Ouais. vraiment une masse, comme un humain, on aurait dit une masse de muscles, mais là c'est une masse de barda électronique et de structures, c'est gigantesque. Alors, au sujet de la masse aussi, Charles disait tout à l'heure que c'est un jumeau plus de Curiosity. C'est plus parce que bon, ces instruments sont plus perfectionnés. Il reprend certains mêmes instruments de Curiosity, on y reviendra tout à l'heure. Mais surtout, il embarque aussi tout ce brin et ce système d'extraction des carottes du sol. Hein, et ça pèse extrêmement lourd. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de Perseverance par rapport à Curiosity. Hop. On voit dans le live, c'est Laurie Glaise, donc c'est ma chef, c'est la directrice de la science planétaire à la NASA. Ah, donc en bas à Et, droite de votre donc écran. là, ouais, et là, donc, elle est sûrement en train de commenter Persévérance. Et donc, Laurie est une experte de pointe sur Vénus. Elle a vraiment une leader mondial sur la science pour Vénus et bien évidemment aussi sur toutes les planètes, étant donné que voilà, elle dirige les sciences planétaires à la NASA. Ouais, donc l'expérience de terrain, j'ai envie de dire, de notre ami de la NASA. Euh, Donc voilà, on a parlé, on a présenté, il y a eu des questions d'ailleurs qui sont passées dessus, quel est le rôle de Persévérance. Donc ça, on a présenté son rôle dans la mission, dans le programme plutôt Mars Sample Return, donc un programme qui a pour but comment dire, de ramener pour la première fois des échantillons d'une autre planète sur Terre pour pouvoir les analyser, comme on a fait sur la Lune avec les missions Apollo et les missions Luna. Mais évidemment, on va pas attendre 30 ans pour en tirer quelque chose. Si on avait envoyé un rover juste pour collecter des échantillons, on aurait juste envoyé une foreuse, etc. Le rover Perseverance, c'est avant tout littéralement un bijou de technologie, bardé de capteurs et d'instruments. Déjà, il est bardé de caméras. Il a 7 instruments scientifiques. Ces instruments scientifiques, ils vont d'une part servir à lui faire analyser ses échantillons qu'il va récolter pour pas prendre n'importe quel caillou qui passe. Des échantillons intéressants à récolter, puisque on a dit il n'y a que 43 petites carottes de terre de la taille d'un crayon. Donc il faut c'est rare, c'est précieux quoi. Et d'autres instruments pour faire de la science, alors comme on dirait au grand public, faire de la science. Mais chaque instrument, on va les détailler bientôt, a une fonction bien particulière. Et je vais commencer d'ailleurs euh, avec l'instrument MEDA, qui est la station météo. Peut-être, du coup, Thomas, tu peux nous en dire un mot sur la science Ouais, météorologique bien sûr, ouais. de Mars. Ouais, donc bon, voilà, c'est une station météo, donc elle va mesurer la pression, la température, l'humidité relative. Il y aura aussi, donc ça va être à peu près une fréquence de toutes les heures. Il y aura aussi un anémomètre pour vous mesurer le vent et on va aussi mesurer, si vous voulez, l'opacité des poussières et des aérosols. Euh, donc ça va être très important aussi pour pouvoir anticiper potentiellement les tempêtes de poussière. Et donc voilà, oui, des données qui sont acquises plus ou moins toutes les heures. Ça va être très important, surtout qu'on va pouvoir les comparer avec celles de Curiosity. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, c'est la station météo REMS qui est donc là dans le Gelt Crater, donc à une différente position. Perseverance sera au Jezero Crater. Et donc là, on aura des mesures météo qui sont à peu près équivalentes au niveau de qualité, mais à 2 endroits différents. Et donc, ça va être pas mal pour avoir une météo plus complète, plus poussée de Mars. Voilà, sachant que la météo, Et c'est une, vas-y, fini. J'allais dire, c'était un instrument en fait là qui est développé par les Espagnols parce qu'on a Tout à on a fait. une belle collaboration aussi entre les Européens et les Américains. On va le voir dans différents instruments. Mais MEDA, tout comme REM sur Curiosity, est vraiment développé par les Espagnols en majorité. Voilà, j'ai noté que Espagne, mais si je me souviens bien, c'est à Madrid que c'est développé. Je crois, Ouais. ouais. Donc oui, je disais, c'est très important la météorologie spatiale, puisque si on a le temps de voir plus tard, si on a le temps de parler un petit peu de géologie, on va comprendre que tout est lié, la géologie du sol,
et la composition de l'atmosphère et l'évolution de l'atmosphère aussi. Et c'est aussi un des grands enjeux de la planétologie moderne, c'est de comprendre comment l'eau a disparu. Et ça, les sols, l'étude des sols, de la géologie en tant compte, mais aussi l'étude de l'atmosphère. Et ça, pour l'étude de l'atmosphère, il y a la sonde MAVEN. Et la sonde MAVEN, c'est bien d'en parler puisque c'est la sonde qui va permettre de relayer les données de Persévérance lors de l'atterrissage tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de répondre en vol à 2 ou 3 questions que j'ai vu Vas-y. passer. Alors, il y avait une question qui disait, je pensais que ça prenait 2 ans pour aller vers Mars, c'est rapide ce qui se passe maintenant. En fait, non, ça prend pas 2 ans pour aller sur Mars, c'est plus rapide que ça. Ça prend ça dépend si vous voulez, de mettre les pleins gaz ou pas, ça prend entre, on va dire, 6 et 9 mois. Pour les sondes automatiques, c'est plutôt du 8-9 mois parce qu'on privilégie, c'est comme si vous partez en voyage avec votre voiture, vous pouvez aller très vite si vous avez le coffre vide, mais vous irez plus lentement si vous avez le coffre plein, et vous prendrez plus de temps. Et là, c'est ce que vous faites quand vous avez une sonde, vous voulez barder mettre dans votre coffre à bagages le plus d'instruments possible, donc vous roulez lentement, et vous prenez la trajectoire finalement la plus lente, ce qui est celle des sondes, c'est-à-dire à peu près 8 à 9 mois pour arriver à destination. Les 2 ans auxquels pense notre internaute, c'est si vous voulez envisager un vol aller-retour. Et en fait, c'est généralement même un peu plus long que ça, parce qu'il faut attendre avant de revenir, que les planètes se recroisent. Et le vol aller-retour, généralement, avec un petit séjour sur place, c'est plutôt 2 ans et demi. Mais voilà, le vol direct, vous pouvez le faire en 6 mois. Là, c'est 7 ou 8 mois. L'autre question, c'était, vous aviez une autre question qui était sur quelle est la chance la probabilité de réussite d'une sonde qui se pose sur Mars. Alors, si on se fie uniquement aux sondes américaines, je laisse de côté les échecs russes, parce que c'est une autre technologie, on va dire, les Américains ont réussi 7 atterrissages sur Mars sur 8. Donc, les chances de succès... 8. Alors, attendez voir. Il y a le Viking 1, Alors, Viking 2, Mars Pathfinder. moi, j'ai compté 8 Ensuite, atterrissages réussis. Spirit, Opportunity, Phoenix, et j'en Insight. arrive au 7e qui serait Curiosity. Et Insight. Lequel Insight, ouais. oublié. Insight. Insight. Donc Merci. ça fait, Mais il était le compte est bon. non, il est américain. Il est américain. C'est uniquement les instruments à bord qui sont européens. Et absolument, absolument. Donc c'est effectivement, il y a eu 8 succès sur 9. Donc on est proche du 90% de réussite. Pour les Américains, ouais. Alors en tout, en tout, toute l'humanité confondue, sur 21 missions d'atterrissage, il n'y en a eu que 8, du coup les 8 qu'on a cités. Donc évidemment, ça dépend si on compte les Russes ou pas, quoi. Et je rebondis sur ce qu'a dit sur le temps de trajet de Mars. Charles a parlé d'alignement des planètes. Et en effet, 2 ans, c'est le temps de trajet aller-retour. Et 2 ans, ça correspond aussi, plus ou moins, à l'intervalle entre 2 fenêtres de tir vers Mars. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, d'un coup, là, en février, il y a Hope des Émirats Arabes Unis, il y a Tianwen-1 de la Chine et il y a Perseverance qui arrivent en même temps sur Mars, parce qu'elles ont été lancées en même temps, et parce qu'on ne peut pas le lancer vers Mars quand on veut, il faut attendre le bon alignement des planètes. Et le dernier alignement, c'était l'été dernier, et donc c'est pour ça que toutes les planètes, pas les planètes, mais toutes les sondes sont parties en même temps. Donc le prochain alignement, ça sera à peu près dans 1 an et demi ou 2 ans, à peu près 2 ans, en tout cas. Peut-être pour d'ailleurs ExoMars pour l'Europe. On va continuer peut-être un peu à décrire les instruments. Il y a quelques questions, on pourra y revenir plus tard. On va continuer sur les instruments du coup. Je vais reprendre ma petite liste. Donc on a parlé de MEDA, la station météorologique. Thomas nous a expliqué l'utilité d'une station météorologique, donc qui est construite par les Espagnols. Continuons dans la liste. Mastram Z. Alors Mastram Z, je vais peut-être y passer juste quelques secondes. C'est simplement la caméra couleur principale. Elle est située sous la tête du rover. Et c'est la caméra qui va vous offrir dans quelques jours des merveilleux panoramas du cratère J0. L'instrument d'après, ça va être Pixel. Attends, Dis-moi. J'allais dire, si je peux me permettre,
la grande capacité de cet instrument, en fait, c'est sa capacité de zoomer, C'est justement, vrai. d'où le Z. Et en fait, on est capable de voir une résolution, de voir une mouche de l'autre côté d'un terrain de foot, en fait. Donc, on va vraiment pouvoir avoir une résolution très très bonne, ce qui est très important pour choisir les cibles sur lesquelles on voudrait aller ensuite se diriger pour faire des prélèvements. C'est vrai, c'est un Mastram équipé d'un système de zoom. D'ailleurs, on parlera du zoom quand on parlera de Sherlock, si je ne me trompe pas, oui. Parlons de Pixel, qui est un spectromètre à rayon X. Est-ce que l'un de vous veut le présenter? Un spectromètre à rayon X, en fait, ça permet de deviner la structure cristalline d'un minéral. En fait, c'est la diffraction des rayons X. Donc, voilà, vous bombardez en fait en rayon X un échantillon et vous recueillez les échos, si vous voulez bien, des atomes qui constituent la structure cristalline et vous pouvez comme ça identifier l'atome, le minéral. Est-ce que Thomas, je me trompe pas sur cet Non, instrument? non, c'est bien ça. Je suis pas extrêmement expert de ce type de technologie, mais Ouais, oui, c'est bien. C'est c'est vraiment la tout à fait ça, structure la structure ouais, cristalline des minéraux. cristalline. Alors pour les minéraux, il y a Ouais. un autre instrument plus spécifique. J'en parlais il y a quelques secondes, c'est l'instrument Sherlock, qui est un spectromètre Raman. Ouais. Alors, Alors là, le Donc, Raman, est-ce que ça fonctionne Alors, ça fonctionne dans quelle longueur d'onde? Je me demande Raman, si il me c'est pas en semble que infrarouge. c'est de donc l'infrarouge, non? on est on est dans l'UV, mais Ah, c'est dans ça l'UV, peut c'est aller dans le l'inverse. visible aussi. Pour ce qui est Sherlock, c'est UV, donc on va être dans les longueurs d'onde encore plus courtes, donc c'est plus intense. Et l'idée, en fait, avec cette spectroscopie Raman, c'est vraiment d'exciter en fait les molécules. Grosso modo, on a un photon sur 1 million qui nous revient et ensuite on analyse. Et cette excitation forcée des molécules permet d'avoir une bonne idée de leur structure. Et on verra qu'il y a un autre instrument sur Supercam, on reviendra tout à l'heure, qui est aussi donc un spectromètre Raman, mais cette fois-ci, ce sera dans le vert, donc dans la longueur d'onde visible. Donc voilà, et Sherlock, il dispose d'un instrument en plus, je dirais, qui est une espèce de microscope qui va pour moi avoir un... On parlait de téléobjectif, de capacité de zoomer tout à l'heure. Sherlock va avoir un microscope à bord pour observer de très près les roches et pouvoir analyser plus précisément, tout simplement. Sherlock, lui, il est construit par le JPL, donc le JPL de la NASA. Et Pixel, d'ailleurs, le spectromètre à rayon X, est construit également par le JPL. Revenons en Europe, parlons de RIMFAX, qui est un radar construit par les Norvégiens. RIMFAX, donc c'est le radar qui va servir à évaluer un petit peu ce qu'il y a devant, c'est ça? Alors, surtout ce qu'il y a dessous. En dessous. Ah oui, Oui, pardon, oui, tout à fait, oui. parce que l'avantage d'un radar en planétologie, si vous choisissez la bonne longueur d'onde de votre onde, c'est de pouvoir pénétrer le sol et jusqu'à des surfaces réfléchissantes, donc les strates, qui ont des pouvoirs électriques différents et vont apparaître sur votre écho-radar et vont vous montrer les différents niveaux avec parfois la possibilité même de savoir ce qu'il y a dans ce niveau, en particulier la glace. La glace réfléchit très bien certaines longueurs d'onde du radar. Et donc, le grand intérêt d'ailleurs, c'est de pouvoir savoir s'il y a de la glace d'eau et à quelle profondeur dans le sous-sol du site d'atterrissage. On sait qu'il y a plein de glace sur Oui. Mars à l'air libre, sur les calottes en particulier. On sait qu'il y a plein de glace dans les hautes latitudes, dans le sol. On a vu que Phoenix Avec s'est Phoenix, oui, posé c'est ça. par 75 degrés, il me semble, de latitude nord. Et la glace était à fleur de surface, on la voyait, il suffisait de gratter 2-3 cm et elle apparaissait même dans les photographies. Là, on se pose près de l'équateur, je crois que G0 est à peu près à 15 degrés nord, et donc près de l'équateur, trouver de la glace, ce serait intéressant aussi, et ce n'est pas impossible du tout, et d'ailleurs Thomas pourra en parler, parce que les climats martiens sont extrêmement volages. Ils changent Tout à fait. beaucoup plus que sur Terre au niveau de où peuvent mettre des calottes polaires. Et juste pour Exactement. terminer, il y avait juste deux petites questions que j'ai vues passer en coup de vent.
D'abord, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Là, on C'est aimerait la bien question savoir. à 1 million. Voilà, c'est la question à 1 million. On va dire que pour le moment, s'il y en a, elle est extrêmement discrète, puisqu'on ne l'a pas encore détectée. Et puis la deuxième question que j'avais vu passer, c'était est-ce qu'on pourrait faire de la vie sur Mars en ajoutant quelques éléments pour, si vous C'est voulez, une pour... question qu'on pourra répondre peut-être tout à l'heure en parlant de la D'accord, stérilisation des sondes. ok. Donc j'arrête là et Je, je vous je repasse la voulais parole. Dis-moi rajouter, Thomas. je voulais rajouter quelque chose concernant l'eau, justement, ce que tu disais, Charles, au niveau des calottes polaires. Par exemple, si on faisait fondre l'entièreté de la calotte polaire nord, on aurait un équivalent d'un océan entier sur Mars de 10 à 15 mètres, il me semble, et à Mhm. peu près équivalent pour le pôle sud. Et donc, en fait, il y a C'est vraiment ça. des quantités d'eau très fortes qui sont localisées là-bas. Mais effectivement, au niveau de l'équateur, c'est un peu plus compliqué, parce que bien que Mars est très froide, hein, on peut avoir l'été, on peut monter jusqu'à 20 degrés l'été près de l'équateur, donc Ça va. un climat quand même qui peut être assez On sympa. pourrait y aller quoi à 20 degrés. Ah ouais, bah Alors, moi je viens du nord de la France, donc 20 degrés, c'est parfait pour l'été. et ce qui est intéressant, c'est que comme, et Thomas en reparlera, l'atmosphère est extrêmement fine. En fait, c'est pas tellement l'atmosphère qui chauffe quand vous avez un beau soleil d'été, c'est le sol. Donc, en fait, c'est-à-dire si vous vous couchez à plat ventre sur le sol martien, vous êtes à 20 degrés. Si vous vous levez, votre nez est sans doute déjà à des températures négatives. C'est ça. Tout à fait. Alors on parlait de d'eau sur Mars. Je vais de suite comment dire casser, pas forcément, mais casser un petit mythe. On a l'impression on dit oui, il y a eu de l'eau sur Mars. Il y a eu de l'eau sur Mars. Ça, maintenant, on en est à peu près certain. Par contre, des océans Ouais. sur Mars, ça, on en a pour l'instant aucune preuve. On sait qu'il y a eu des fleuves, on sait qu'il y a eu des lacs, mais un océan complet sur Mars, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors ça, c'est intéressant. C'est une question intéressante. Thomas rebondira dessus. Euh, Personnellement, je penche pas mal vers le fait qu'il y a eu un océan ou de très très grands lacs sur Mars au tout début de son histoire. Et là, on parle vraiment de il y a 4 milliards d'années à peu près, mais en plus, mais peut-être même épisodiquement beaucoup plus tard, puisqu'il y a eu des moments où il y a eu des grands chenaux d'inondation qui se sont déversés également dans les bassins du Nord. Et alors, on n'a pas de preuves, mais on a énormément d'indices qu'il y a eu de grands plans d'eau liquides sur Mars. Et tout récemment, d'ailleurs, les Français se sont. Il n'y avait pas que les Français qui sont distingués là-dedans, mais on a repéré des traces de tsunami, apparemment dans les sédiments qui bordent le bassin. Et je crois que c'est François Costard, qui est un de nos géologues. Je pense qu'il est à l'Université Paris-Sud-Orsay ou au CNRS ou Jussieu, je ne me rappelle plus, mais qui est un expert des régions polaires de Mars. Et François a proposé même quel cratère d'impact a causé le tsunami. Euh, mais pareil, un tsunami très ancien, il y a Bien sans doute sûr. 3,6, 3,7 milliards d'années, dans Quand il y ces avait de eaux-là, l'eau, quoi. Quand il y avait de sans l'eau. vouloir faire de jeu de mots, dans ces Ouais. eaux-là. Alors, quand il y avait de l'eau, d'ailleurs, je vais éclaircir cette question. Quand est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars? Alors, Alors, il y faut a eu revenir sur les temps géologiques, hein. oui, oui, oui. Alors, on a des preuves formelles qu'il a plu ou neigé sur Mars et qu'ensuite il y a eu du ruissellement d'eau liquide à la surface à une époque très reculée, donc à peu près il y a 4 milliards d'années, ce qu'on 4 appelle millions. le Noachien. Vous savez qu'il y a des noms de périodes géologiques. Parce que on a énormément de réseaux hydrographiques sur Mars, c'est-à-dire des traces de petites rivières, mais très sophistiquées, des rivières qui se jettent les unes dans les autres. On atteint des ordres, comme on dit en hydrologie, d'ordre 6 ou 7, c'est-à-dire qu'il y a un affluent qui se jette dans un affluent, lequel se jette dans un autre affluent, qui se jette dans un autre affluent, 7 fois avant d'arriver au cours principal. Donc ça veut dire déjà des réseaux extrêmement sophistiqués. Et il y en a plein. Alors pas partout, parce qu'il y a des endroits où ils ont été effacés. Euh, et puis peut-être qu'il y a des endroits où il a plu plus que d'autres, puisqu'on trouve surtout ces réseaux fluviaux dans l'hémisphère, au niveau de l'équateur et dans l'hémisphère sud. Sud, ouais. Et justement, là où on se pose, G0 a deux petits circuits hydrographiques qui rentrent dans le cratère, y compris un qui fait un delta. Ouais. Donc, il y a eu, alors d'abord de l'eau, attention, il faut dire de l'eau, il y a
Le tout, c'est de faire la différence entre eau solide, eau gazeuse et eau liquide. Et si on parle d'eau Le liquide, gazeuse, c'est sous forme de gaz, hein, ça veut pas dire l'eau pétillante. Hein. vapeur d'eau, c'est ça. Oui, oui, c'est comme ça. Quand ça devient clair. Et donc là, je vous ai raconté un peu l'histoire des réseaux hydrographiques anciens, mais on en parlera peut-être plus tard. Il y a également eu des grands chenaux d'inondations catastrophiques où il y avait des débits bien plus Oui, grands bien que sûr. le débit de l'Amazone sur Mars. Donc de la flotte, il y en a eu. Alors, Charles nous a mentionné le Noachien. Pour bien situer, comme sur Terre, il y a le Cambrien, le Crétacé, vous savez, il y a les aires géologiques, pareil sur la Lune et pareil sur Mars. Donc il y a le Noachien d'abord, l'Hespérien et ensuite l'Amazonien qui sont les roches les plus récentes, entre guillemets. Donc oui, l'eau c'est 4 milliards d'années et ça a duré jusqu'au début de l'Hespérien, hein, si je C'est me... ça, Voilà. jusqu'à 3,7 environ. Et jusqu'à Mais ça, 3,7. ça a continué, puisque dans le cratère Gale, qui est parcouru par la sonde Curiosity, qui est donc le jumeau de, de Persévérance, apparemment de l'eau a barboté et remonté par des nappes phréatiques euh, pendant plusieurs centaines de millions d'années après les 3,7, de façon très épisodique. Mais là, en arrivant par le sous-sol, pas à la surface. On a plus que quelques dizaines de minutes du temps attendu atterrissage. J'ai vu une question rapide. Que représentent les antennes sur le live qu'on voit en bas à droite de votre écran? Les antennes, en fait, c'est le Deep Space Network. C'est simplement un réseau d'antennes à travers le monde qui servent à communiquer avec les sondes lointaines dans l'espace. Et il y avait une question pour Thomas qui était quelle était sa thèse? Sur quoi travaille-t-il? Ah, Ah, Alors ça, ok, c'est en fait. éventuellement, on peut y aller à la fin du live. Ouais. À la fin du live, hein, ok, je précise maintenant, après l'atterrissage, on prendra plusieurs dizaines de minutes pour répondre vraiment plus en détail à toutes vos questions. d'accord. Ok. Voilà. On va finir rapidement sur les différents instruments de persévérance. On a parlé de Mastram Z avec cette caméra couleur et ce zoom. MEDA, la station météo espagnole, qui va analyser la météo. Pixel, le spectromètre X. RIMFAX, donc le radar qui va analyser les couches souterraines de Mars. Je confondais avec les radars du Sky Crane en fait, c'est pour ça que je disais devant. Sherlock, on a parlé, donc la spectrométrie pour analyser les minéraux de Mars. Parlons rapidement de MOXIE. Qui veut? Alors, Peut-être Thomas. ouais, ça me permettre de rebondir sur une question que j'ai vue Mhm. aussi. Est-ce qu'il y a de l'oxygène sur Oui, Mars, tout à etc. fait. Bon, Mars, c'est majoritairement du CO2. Il y a d'autres gaz un peu mineurs, mais c'est vraiment du CO2. Et on a une pression atmosphérique très faible. On a 600 et quelques pascals. Si mes calculs sont bons, c'est à peu près un 150e de la pression terrestre, quelque chose comme ça. Et donc, non, c'est vraiment du CO2 en grande majorité, un peu comme Vénus en fait. Sauf que là, pour Mars, l'atmosphère est bien, bien plus faible. Et donc pour Moxie, en fait, là, c'est une expérience assez intéressante. On va essayer de convertir du CO2 en oxygène. Et donc là, l'idée, bien évidemment, est pour penser aux missions humaines, on en verra potentiellement dans quelques dizaines d'années, comment réussir à créer de l'oxygène pour les habitats martiens. Et donc voilà, c'est un peu le concept de cet instrument. Voilà, un démonstrateur à l'image d'Ingenuity, donc pour tester la technologie. Ouais, quelque sorte. Ingenuity d'ailleurs est considéré comme un instrument techniquement de persévérance, mais on en a parlé. Évidemment, le collecteur, cet énorme bras qui est le vrai ajout par rapport à Curiosity, son frère jumeau d'avant, donc qui va collecter les petites carottes. Et donc pour finir, l'instrument, la tête elle-même du rover, là, avec son petit œil, son gros œil même, qui est donc Supercam, instrument développé donc à Toulouse par les équipes du CNRS à l'IRAP et du CNES. Peut-être Thomas, tu veux continuer là-dessus? Ouais, il me semble qu'il y a pas mal de labos Il y a dans énormément toute de la labos, bien France, sûr. c'est assez Le divers. CNRS, c'est juste Mais pour simplifier. ouais, on a à peu près cinq instruments. Alors, on a le premier qui est donc un laser dans le rouge, où là, en fait, le but, c'est de chauffer très, très fort le sol. On va monter jusqu'à 8000 degrés et en fait, avec cette très haute température, on va pouvoir ensuite analyser le spectre, en fait, et donc vraiment analyser les molécules, les atomes plus particulièrement, en fait, qui constituent la surface, ce qu'il y a sur Mars. Ensuite, on aura un spectromètre Raman, comme on a expliqué tout à l'heure pour Sherlock, cette fois-ci dans le vert, où là, à peu près le même principe, cette fois-ci, c'est la structure moléculaire. Donc, on envoie un laser, on excite
les électrons, etc. Et finalement, là, on a une idée sur la structure moléculaire. Ensuite, on a une sorte de, je crois, de spectrographe où là, en fait, on va regarder la réflectance. Donc cette fois-ci, c'est pas un instrument actif, c'est un instrument passif. Donc on a besoin de la lumière du Soleil qui tape sur la surface de Mars et on va analyser en fait la lumière qui rebondit directement vers l'instrument. Et là aussi, c'est vraiment là la structure aussi moléculaire donc du sol. Ensuite, on a une caméra où là, on va pouvoir zoomer, une caméra couleur assez classique. Et pour finir, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on aura un microphone. Ah Alors, oui. on a 2 microphones, en fait, sur Persévérance. Il y en a un qui est sur Supercam, il y en a un qui est un peu plus sur le corps de Persévérance. Et là, il y a plusieurs idées à ça. On va pouvoir écouter le vent sur Mars. Et aussi, on va pouvoir simplement écouter les instruments fonctionner. C'est un peu comme votre voiture, quoi. Si vous entendez il y a un bruit un peu bizarre, vous dire ah là il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et donc là, le fait qu'on puisse aussi écouter les instruments, ça va être un plus. C'est la première fois qu'on va utiliser l'ouïe, en fait, ce sens sur une autre planète. Et il faut savoir qu'en fait, comme l'atmosphère martienne est très ténue, tout est très atténué, quoi. La vitesse du son, elle est à peu près de 240 mètres par seconde. Donc c'est à peu près de 2 tiers, je crois, de la vitesse du son sur Terre. Et grosso modo, en fait, tous les sons se propagent, mais pas très loin. Donc en fait, notre rover va faire un peu de bruit sur Mars, mais ça va être une bulle autour de lui qui va pas se propager très très loin. Et pour bien préciser, donc ce sera la première fois de l'histoire où on pourra entendre les sons, les vrais sons de Mars. On a entendu des sons, mais c'était toujours des sons reconstitués, pas vraiment des sons directs. Là, c'est vraiment la première fois, grâce à ce micro qui est conçu par alors, des étudiants, c'est pas des élèves, mais des étudiants aguerris en ingénierie spatiale de l'ISAE Super-Héros à Toulouse. Et donc, grâce à ce micro, on va pouvoir vraiment, pour la première fois, entendre les sons de Mars. Ça va être exceptionnel. Donc, Supercam, voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui, Charles, ça a coupé pendant 5 secondes. Vas-y. Ok. Donc Supercam, donc comme l'a dit Thomas, alors le terme technique pour Supercam c'est un lidar. Donc comme l'a dit Thomas, on va chauffer le sol, voilà, avec un petit laser et la vaporisation, en analysant la vaporisation de la roche, on va pouvoir analyser les éléments de la roche. Alors on est normalement à quelques secondes de la séparation de Persévérance avec son étage de croisière. Alors pour bien comprendre. Normalement, il y avait des images, mais à cause des problèmes techniques, je crois que ça va être un petit peu raté pour montrer des images. C'est dommage qu'on avait des images du cratère, etc. Mais bon, l'engin qui emmène Persévérance, il est décomposé en plusieurs parties. D'abord l'étage de croisière qui a fait les moteurs qui l'a accompagné pendant toute la traversée interplanétaire, qui va maintenant se séparer du reste. Persévérance, il est dans un bouclier. Il a un bouclier supérieur et un bouclier thermique en dessous. Et il y a Persévérance dedans. Ensuite, est-ce que, bah oui, il est grand temps de rouler la séquence d'atterrissage. On a beaucoup parlé des fameuses 7 minutes de terreur. Alors évidemment, c'est pas le rover qui a peur, hein, c'est une machine, c'est à peu près nous tous ici, et surtout les ingénieurs de la NASA, qui sont sûrement en pleine terreur à l'heure actuelle, parce que ça va bientôt commencer. Enfin, ça a commencé il y a 14 minutes, évidemment, mais on le reçoit que maintenant sur Terre. Donc ces fameuses 7 minutes de terreur, est-ce que Charles, tu veux nous en dire un mot? Oui, alors ça commence par une décélération dès qu'on arrive dans les hautes couches de l'atmosphère martienne Voilà, je te avec coupe le 2 secondes, bouclier là en thermique. bas à droite de votre écran vous avez la vue, alors simulée évidemment c'est de la 3D, Oui, mais la vue exacte de ce que voit l'engin. Donc pour l'instant il est voilà. pas encore décroché de son étage. Voilà, si vous étiez à bord, voilà à peu près la taille de la planète qui vous arrive très très vite, parce que vous arrivez à peu près 20 000 km/h, quelque chose comme ça, donc je disais à peu près du 5 km par seconde, un peu plus de 5 km par seconde. Vous allez vous prendre, malgré le fait que l'atmosphère est très fine,
Elle s'étend très loin dans l'espace parce que justement la gravité de Mars étant inférieure à celle de la Terre, elle laisse les gaz partir un peu plus loin. Donc vous allez rencontrer cette couche de gaz assez loin de Mars finalement, qui va commencer votre Avec décélération les frottements de l'atmosphère, hein, pour bien comprendre. avec le frottement. Voilà, donc là on utilise carrément le bouclier, c'est la première des 3 façons de ralentir. Une fois que votre bouclier voilà, s'échauffe, freine l'engin, vous arrivez à peu près à une altitude de 12 km, 15 km à peu près, oui, plutôt entre 15 et 20, où vous allez larguer le parachute. Enfin, larguer, déployer. Si vous larguez le parachute, c'est Et raté. 30 secondes avant le décrochage d'une étage de croisière. D'accord, donc voilà, on va laisser donc toute l'infrastructure qui a servi à alimenter la sonde et faire les corrections de trajectoire pendant le vol Terre-Mars. Et puis maintenant, on laisse la sonde à elle-même, dans son bouclier thermique, justement, pour faire cette phase finale. Donc, freinage avec le bouclier thermique. Ensuite, vous déployez le parachute à une altitude d'à peu près, donc, on va dire, une quinzaine de kilomètres. Vous êtes à une vitesse, là, vous rentrez très vite, hein, quand vous déployez le parachute, vous êtes encore à peu près à 1600 Alors je vais te dire ça km/h. tout de suite. Le parachute il se déploie. Chute libre, machin. Parachute, largage bouclier. On est à 100 mètres par seconde à peu près quand le parachute se déploie. Donc ça fait à peu près 360 km/h quand le parachute se déploie. Pour moi, Si c'est je dis pas de bêtises. beaucoup plus rapide que ça. On arrive à ce que tu dis une fois que le parachute est déployé, totalement déployé. Mais quand on commence à déployer le parachute, on est à des vitesses énormes. Et le parachute va permettre de descendre encore d'un cran dans la vitesse jusqu'à à peu près justement les vitesses dont tu parles. Du coup, quand le parachute est déployé, ben, on laisse tomber le bouclier thermique qui ne sert plus à rien, hein, parce qu'il est très lourd, donc il est largué. Et on commence à mettre en route le radar. Parce que maintenant qu'on a enlevé le bouclier, finalement, bah, soudain, la sonde voit le sol. Parce qu'avant, elle était dans son cocon, protégée par son bouclier, elle ne voyait rien. Donc, le bouclier, une fois largué, le radar se met en route. En particulier pour corriger un tout petit peu, il peut un tout petit peu corriger la trajectoire de descente en fonction des vents, etc. Et puis, finalement, c'est la dernière minute, on va dire, la dernière minute terrible, où à une altitude d'à peu près 2 km, la sonde lâche, sort de sa coquille et tombe en chute libre. Il n'y a plus de parachute. Elle s'est décrochée de ses attaches. Elle tombe et elle allume, bien sûr, ses rétrofusées. Et c'est la 3e phase de freinage qui dure 1 minute. Et pendant cette minute, dans les dernières secondes, le rover lui-même va descendre comme une marionnette sur des fils à partir de la structure qui est en train de plonger avec les rétrofusées. Ça a été déjà, c'est un scénario qui a l'air totalement farfelu mais qui marche très bien. Et en fait, c'est pour plein de raisons, et en particulier pour ne pas brûler le sol, etc., lors de l'atterrissage. Et puis comme ça, au moins, vous posez le rover déjà prêt sur ses roues, alors que s'il était sur une plateforme, il faudrait le descendre de sa plateforme. Enfin, il y a toutes sortes de petites astuces pour lesquelles on utilise cette histoire de marionnette, où la structure avec ses rétrofusées au-dessus descend le rover sur ses fils, et dès que le rover touche le sol, bien sûr, les fils sont coupés automatiquement de façon pyrotechnique. Le crane, comme on dit, la grue volante qui a servi à poser l'engin, s'en va s'écraser un peu plus loin. Et voilà, et vous êtes au sol. Mais il faut que tout fonctionne. Alors on verra ça bien plus en détail, sûrement pendant les 7 minutes fatidiques à l'heure actuelle. Donc là on a vu sur l'animation, l'étage de croisière s'est détaché. Donc là il n'y a plus que le rover et sa grue volante, là, le Sky Crane, qui sont à l'intérieur de son cocon, donc du bouclier supérieur et du bouclier thermique qui vont maintenant, dans moins d'une dizaine de minutes,
J'ai noté à partir du décrochage de l'étage de croisière. Donc dans moins d'une dizaine de minutes, ils vont commencer à rentrer dans l'atmosphère. Alors, si je peux préciser, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le touchdown, sur le moment où le rover est censé toucher le sol, de mémoire, il doit être à 21h55 chez vous. Mais sachant qu'on a 12 minutes à peu près de décalage à cause de la vitesse finie de la lumière par rapport à la Terre, techniquement, là, on est déjà en train de rentrer dans Mars, Bah, il me semble, si je dis normalement, pas de... On est 55 moins presque à 12, ça touche. fait 43. Bah, Ouais, normalement, la on est prochaine très proche. minute, le Hmm, rover est censé atterrir. Et on ne le saura c'est que ça. dans 10 minutes. Et d'où le concept de terreur, en fait, parce que voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a plus de contrôle. Et pendant effectivement ces 7 minutes de traversée de l'atmosphère, eh ben, c'est en roue libre, entre guillemets, tout est Tout est plus, ne automatique, peut hein. plus être Il n'y a, contrôlé. il y a- il y a Voilà. aucun contrôle humain. Tout est automatique. Alors, ouais, il faut savoir qu'en fait, il y a toujours le rover est capable d'envoyer des communications vers la Terre jusqu'au moment où il largue le bouclier. À partir de ça, donc le rover descend trop bas et la Terre passe en dessous de l'horizon. Et là, c'est donc deux satellites, deux orbiteurs, MRO et MAVEN, qui vont pouvoir retransmettre les informations vers la Terre. Mais le problème, c'est que tout ce qui est télémétrie, etc., ne peut pas être relayé instantanément. Je parle instantanément, même sans tenir compte de la vitesse de la lumière. Mais contrairement à Curiosity, on avait Mars Odyssey qui était capable de vraiment relayer du rover à la Terre. Là, on aura un petit décalage et donc on n'aura pas vraiment de données comme on l'avait eu pour Curiosity. Ok. Donc, les 7 minutes de terreur, l'entrée atmosphérique va bientôt commencer. Alors, on a dit, c'est une vitesse folle, hein, pour entrer dans l'atmosphère. Pourquoi? Pour la simple raison que, prenons l'exemple de Tianwen-1, qui est la sonde chinoise qui est en orbite autour de Mars à l'heure actuelle, hein, qui s'est mis en orbite il y a une semaine ou deux, mais qui n'atterrira que dans 2 3 mois. On pourrait dire, pour atterrir sur Mars, on se place d'abord en orbite de la planète, et ensuite, une fois qu'on est en orbite, comme sur la Lune ou comme sur Terre, hein, une fois en orbite, on ratterrit. Les Américains n'ont pas choisi cette méthode, et pour atterrir sur Mars, bah, c'est trajet direct, Terre, Mars, atmosphère et Sol. Et il n'y a pas de mise en orbite au préalable, donc on est directement si on est d'abord en orbite, on est à une vitesse plus faible, donc c'est plus simple entre guillemets pour rentrer dans l'atmosphère. Mais là, on est directement à une vitesse littéralement interplanétaire, et donc c'est une vitesse vraiment gigantesque. Donc rappelons, je vois qu'il y en a un qui nous rejoignent à ce moment-là. Vous n'avez pas encore raté, ça va bientôt commencer normalement. La fameuse rentrée atmosphérique. Donc pour rappel, on n'aura pas de vraies images de l'atterrissage ce soir. Comme l'a rappelé Thomas, ça sera relayé par des antennes, il y a du décalage, etc. Toutes les données sont centralisées sur les données de télémétrie, etc. Et donc que de la simulation, que de la simulation 3D. Le temps radio, il me semble, entre la Terre et Mars en C'est ce 11 moment, est minutes, non? de à peu près 11 11 minutes. minutes, c'est ça. 11 minutes et demie, 11 minutes. Donc là, si je ne me normalement, trompe à pas. l'heure actuelle, dans la réalité, le rover est sur Mars. Dans quel état, on ne sait pas, mais le rover est atterri sur Mars. Mais on ne saura que dans 10 minutes. Et c'est là C'est où ça. C'est tout ça. le monde sur la Ouais, Terre, tous là, les scientifiques commencent à avoir les chocottes. ouais, dans 3 minutes, on est dans les 7 minutes de terreur, là, donc ouais, ça. Donc ouais, tout à fait. Et donc voilà, on n'aura que des animations et on aura du coup les informations de la NASA sur le déroulement. Alors, Mais par contre, j'allais dire, en étant patient, on va vraiment avoir des images de super belle qualité parce que là, on va ah ouais. avoir 4 caméras, il me semble, qui vont filmer la descente, plus un micro. Il y a plus de Donc on aura caméras. beaucoup plus finalement de. Pour la descente, ouais, je crois qu'il y a même 6 caméras, il me semble. Ouais. Je sais Et pas alors si je qu'on l'ai en avait noté, qu'une mais. seule pour Curiosity. Donc là, on va vraiment avoir Ah, de et très surtout en bonne meilleure qualité. qualité. Alors Curiosity, si vous tapez sur YouTube, vous avez la vidéo de la descente. Vous avez le bouclier qui se détache et vous avez le vide qui donne sur la surface de Mars à plusieurs kilomètres d'altitude. Et vous avez Curiosity, vous avez la caméra embarquée de la descente. Mais c'était une seule caméra Oui. et avec des images par seconde pas top. Donc on a quand même une super vidéo quoi. Merci, vous êtes en train d'atterrir sur Mars. Là on va voir encore mieux quoi. Je sais pas si je l'ai noté, le tas de caméras qu'il y aura, c'est Il y incroyable. aura, ouais, il y a,
comme tu disais, il y a à peu près 25 caméras en tout sur toute la sonde et son rover. Il y a 3 ou 4 caméras qui vont filmer la descente, dont des caméras techniques pour l'usage de la NASA. Et on a pensé à nous, effectivement, parmi ces caméras qui filment la descente, il y a 2 caméras couleur pour le public, pour qu'on ait des belles images à montrer. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y aura même une caméra dessus. On verra le parachute se déployer. Ça va être magnifique dans les prochains jours quand on aura toutes les vidéos. Ça va être ouf. 1 minute. 1 minute avant l'entrée atmosphérique. On y est. Après l'oreillette. Donc c'est maintenant que c'est-à-dire 1 minute et, où on va commencer à avoir les informations de la sonde, puisque comme on disait, elle est pratiquement déjà en train de se poser. Normalement, elle est déjà posée. Mais comme on a 11 minutes de décalage, c'est maintenant qu'on commence à recevoir toute la séquence. Et donc, suspense, voir si on reçoit bien les informations, que tout se déroule bien. Alors on est maintenant à une vingtaine de secondes. Une vingtaine de secondes avant la confirmation de l'entrée. Voilà, on a une belle animation. Alors juste avant l'entrée, petite précision. Alors c'est le bouclier thermique et les frottements atmosphériques qui vont ralentir la sonde, tout simplement. Mais la subtilité, et c'était la même chose pour Curiosity en son temps, la capsule, le cocon, les boucliers vont larguer 2 petites masses de tungstène, de la masse morte, pour déséquilibrer volontairement l'engin. Et pour du coup, au lieu qu'il soit tout droit face à sa vitesse face à l'atmosphère, il va être légèrement incliné pour lui donner un petit peu de portance et pour lui donner un contrôle sur la direction qu'il prend. Grâce à des rotations, il a des propulseurs latéraux qui vont lui permettre de tourner. Et grâce à cette portance que lui a donné une petite asymétrie de masse, il va pouvoir se diriger plus ou moins vers son site d'atterrissage. Donc en fait, on fait du surf. On fait du surf sur Mars, tout à fait, sur l'atmosphère martienne. Ok, entrée dans l'atmosphère. Ça a l'air confirmé. Voilà, donc entrer dans l'atmosphère et donc en théorie, voilà, on est en train de perdre de la vitesse très très rapidement avec l'échauffement du bouclier et on va bientôt déployer le seul et grand parachute à l'arrière. Ça va arriver encore j'imagine, encore 1 ou 2 minutes. Je vous mets un peu le son de radio. Alors, est-ce qu'on entend à la NASA? On est encore à 5 km par seconde là, hein, c'est énorme. Ouais, donc on n'a pas beaucoup freiné pour le moment. Alors le freinage va se faire relativement brusque puisqu'au bout d'un moment, l'atmosphère sera suffisamment dense pour que ça passe en supersonique et qu'il y ait des ondes de choc supersoniques. Donc ça va s'échauffer, la température va augmenter relativement brusquement. En fait. Oui, parce qu'à 5 km par seconde, quand même, on fait du chemin. Hein. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi au niveau de cette mission, c'est que pour vraiment être sûr, parce qu'on va dans un terrain qui est très accidenté, là en fait, il y a avec persévérance en fait une carte déjà qui a été observée par MRO, l'orbiteur, de toutes les zones qui sont dangereuses, et avec sa caméra, il va pouvoir identifier ces différentes zones et pouvoir les esquiver au dernier moment pour être sûr de se poser sur un endroit où il n'y a pas de gros cailloux ou de crevasses. Voilà, ça c'est le rôle d'une des caméras qui va repérer le sol et comparer avec sa carte. Pour se repérer plus ou moins par rapport. Alors on parlait de vitesse, mais prenons d'autres chiffres. On va atteindre jusqu'à 12,5 G de décélération. Si vous étiez dedans, vous serez écrasé littéralement contre le devant en fait. Ouais, 12 G, c'est à peu près ce qu'un homme peut supporter pendant quelques secondes, mais quelques secondes pas plus. Ouais. Ensuite, généralement, on perd connaissance. Donc 12 G, c'est beaucoup. Effectivement, c'est la limite. Et on finira, en fait, je pense qu'au moment où le rover descend, on finit à 75 cm par seconde. 75 cm par seconde, et pas 1 cm par seconde de plus ou de moins, sinon c'est cuit. Et le bouclier thermique qui va s'échauffer à 1000 degrés. Donc en fait, les frottements de l'atmosphère qui vont servir à ralentir vont aussi servir à
protéger de la chaleur, puisqu'en fait, simplement, la vitesse va faire éroder littéralement ce qu'on appelle un ablateur, va ablater, Oui, on va dire. ablater, Oui. je sais pas trop ce que Quelque c'est le chose terme. comme ça. C'est un ablateur donc qui va éroder littéralement le bouclier et donc qui va préserver le rover de la température en plus de le ralentir avec Ouais, c'est une idée assez géniale développée par les premiers ingénieurs en astronautique. C'est que comme la température devient vraiment trop forte et qu'on n'a pas de métaux et d'alliages suffisants pour résister à de telles températures, l'idée, on se débarrasse de la chaleur en faisant fondre justement le bouclier, et les petites particules fondues qui s'en vont emportent la chaleur avec elles. C'était une très très belle invention. D'ailleurs, le parachute s'est déployé. Alors, oui, alors est-ce qu'on voit des gens qui applaudissent? Donc, on a la confirmation. Le parachute a l'air de s'être bien déployé. Alors ça c'est génial, parce que ça peut ne pas arriver. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ça a été testé évidemment dans la haute atmosphère terrestre. Ouais, Ça a été testé aussi sur tous les atterrisseurs américains en fait depuis les Vikings. Oui, Alors un petit peu amélioré après Vikings par contre. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu lancer notre sonde européenne ce coup-ci, la sonde ExoMars. Elle avait des problèmes de parachute et on a dû demander aux Américains des conseils pour arriver à mieux gérer la technologie d'un parachute martien. Parce que c'était pas du tout évident et c'est ça, une des choses qui a retardé le lancement de la sonde européenne ExoMars, qui ne partira que dans 2 ans, si tout va bien. D'ailleurs, le parachute n'est pas complet. Je sais pas, on voit pas très bien sur l'animation, mais il y a une zone de vide en fait sur les bords. Ça permet de stabiliser de manière plus efficace en fait le Alors c'est un module. parachute conçu pour les vitesses supersoniques, bien sûr. Tout à fait, en plus. J'ai entendu à la radio, on est à 3,3 mètres par seconde, donc on est à peu près à 10 km/h là, si j'ai bien entendu. Non, Ça me c'est paraît pas peu. possible. Ça me paraît plus que ça. Non, c'est Ouais, pas ça me possible. paraît peu, ouais. On doit descendre à peu près à 300 km/h avec le parachute. Avec le parachute, oui, bien sûr. Donc c'est pas ce que j'ai entendu. Donc je ne sais pas si le bouclier maintenant, le bouclier thermique s'est détaché du dessous de la capsule. Oui, apparemment oui. Ouais, vient de se détacher à l'instant même. Donc là, à partir de maintenant, la sonde n'a plus de contact direct avec la Terre. La Terre est passée sous l'horizon martien, à peu près. Maintenant, c'est les sondes en orbite, donc comme a dit Thomas tout à l'heure, c'est MRO et MAVEN qui prennent le relais des commandes et de la télémétrie maintenant. On va commencer à faire de la télémétrie. D'accord, donc si le bouclier s'est séparé, on Le est bouclier à- supérieur même s'est séparé. Maintenant, on est au Skycrane. L'atterrissage. Donc là, c'est le voilà. Skycrane qui prend le rover. Hein. On descend à 100 mètres par seconde, ça fait quoi? C'est ça. Du 360 km/h ou quelque chose comme ça? Ah, j'ai moins, j'ai 32 mètres par seconde. 32 mètres par seconde? Ça Non. me paraît peu parce que juste avant qu'on descende le module, en fait, on est déjà à je crois 180. Km/h. Ouais, donc ça me paraît. Oui, non, c'était pas. Oui, non, là, on devrait être à des vitesses de l'ordre de, comme je dis, à peu près 300 km/h, toujours, quelque chose comme ça. Tango Delta nominal. Le rover s'est posé. On attend la confirmation de la sécurité. Donc c'est-à-dire que le Skycrane s'éloigne suffisamment du rover et que le rover ne glisse pas. Ah, Ça va pas tarder à applaudir normalement. c'est parti. Magnifique. Super. Ça y est. Encore un succès. Ouais. À chaque fois, c'est miraculeux. Moi, franchement, Surtout dans les conditions là où on se pose, c'est vraiment très difficile. G0, c'est bien au-delà de la difficulté du Gale Crater. Donc c'est vraiment une prouesse technologique pour être capable d'atterrir dans ces conditions. Donc, Et on parlait de vitesse, donc là vous avez vu brièvement sur l'animation, il y avait donc le Skycrane avec ses 8 moteurs qui décéléraient, donc ses rétrofusées. Puis d'un coup le rover s'est détaché comme Tom Cruise dans Mission Impossible 1.
littéralement sur des Sur des comme fils. une marionnette, comme a dit Charles tout à l'heure. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'est le rover en bas qui contrôle le Skytrain en haut. Il est relié par un petit connecteur informatique. Et tant qu'il n'est pas touché et détaché, c'est le rover qui contrôle le Skytrain. Donc c'est comme si vous étiez là, avec un truc qui vous supportait en l'air à 7 mètres de haut au-dessus de vous, et c'est vous qui le contrôliez lui-même. C'est absolument fou. Et on parlait de vitesse tout à l'heure. En touchant le sol, le rover doit être, on a dit tout à l'heure, à combien? C'était 75 cm/s. 75 cm par seconde. Avec 0,1% d'erreur en plus ou en moins. Alors si la sonde va moins vite, c'est pas trop grave, ça va mettre plus de temps. Mais si la sonde va 0,1% d'erreur en plus vite, la sonde va trop vite et ça risquerait d'endommager le rover. Donc c'est une précision absolument incroyable. Ouais. Alors ça s'est passé pour Curiosity, hein. Il y avait une mauvaise estimation, mais dans le Tout à bon fait. sens. C'est-à-dire qu'en fait, on avait surestimé, je crois, de 0,1% La la pesanteur. gravité locale. Et ce qui fait qu'en fait, au lieu de descendre à 75 cm par seconde, il est descendu à 60 cm par seconde. Mais c'est OK parce qu'il y avait encore au moins un tiers de carburant dans les réservoirs. Donc dans ce sens-là, c'est pas problème. Il s'est posé encore plus en douceur. Mais si l'erreur va dans l'autre sens, là oui, ça peut être problématique. Ouais, et on parle de donc cette erreur qu'avaient commis les ingénieurs de 0,1% sur Curiosity, donc qui était allé un petit peu trop lentement du coup. On parle d'une erreur, au lieu d'avoir pris un chiffre dans les équations, au lieu de 3,711, on était à 3,714. Donc 3 chiffres après la virgule, donc c'est vraiment Et oui. énorme quand même. Faut être précis, hein. C'est rien, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est quasiment une tonne qu'on pose. À des millions de kilomètres de la Terre en automatique. Et alors là, depuis 10-15 minutes, tout est automatique. Eh ben, c'est magnifique. Moi, je tire à nouveau mon chapeau à tous les ingénieurs qui arrivent à faire ça. Parce que d'abord, c'est une sonde tellement sophistiquée, tellement coûteuse. Il y a tellement d'espoir qui sont investis dedans que faut pas que ça loupe, quoi. Et ils y Tout à arrivent. fait. Et Tout à là, fait. On a la première image Super. d'une des caméras. Voilà, on est dans le Jezero cratère sur Mars. Et on voit des roches d'aspect clair. Alors moi, tout de suite, je deviens très excité. Alors, qu'est-ce que veut dire l'aspect des roches? Mais c'est très important quand Opportunity, voilà, moi c'est magnifique. Ça c'est sans doute des sels, c'est sans doute des sulfates. Enfin, je m'avance évidemment totalement là parce que je vois qu'une toute petite image. Mais c'est comme quand l'une des premières sondes s'était posée sur Mars, enfin en 2004, quand Opportunity s'était posée, ces caméras dévoilent des roches claires, et pour un géologue, ça a l'air de rien, mais c'est extraordinaire parce que les surfaces planétaires, généralement, c'est du basalte, c'est noir, c'est bleu-noir, et quand vous voyez quelque chose de clair, c'est soit des sédiments, c'est ce que vous êtes venu chercher qui ont été déposés dans de l'eau ou par du vent, soit ça peut être une roche volcanique exotique, très siliceuse, mais ça c'est hyper rare. Donc on savait, quand on voyait des roches claires, on savait qu'on venait de trouver ce qu'on était venu chercher, c'est-à-dire des plaques de sel, d'évaporite déposées au fond d'un plan d'eau. Et là, à nouveau, on voit ça. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais je serais prêt à parier que, voilà, on est à nouveau tombé sur des sédiments, alors de lacs, alors peut-être des argiles, qui sait, on va voir. Alors, avant que tous les téléspectateurs s'excitent, donc là, ce qu'on voit, c'est les caméras techniques qui sont à bord du rover. Donc là, le Skytrain s'est détaché, il est allé s'écraser quelques centaines de mètres plus loin. Et donc là, c'est les caméras techniques du rover qui sont en relativement basse résolution pour envoyer les données assez rapidement. Donc on a ces premières images. Évidemment, normalement, peut-être dès demain, on aura des superbes images en couleur. Ouais. Et dans les prochains jours, on aura les vidéos, les panoramas. Ça va être exceptionnel. Restez connectés sur Futura pour voir toutes ces photos. Et oui, c'est déjà énorme, quoi. Voilà, on s'est posé. C'est déjà énorme, c'est magnifique. Ah ouais, Il n'y a plus de mots. Et encore une fois,
on est dans un site exceptionnel parce que, comme Charles l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est un ancien lac. On est juste dans un delta, donc on sait qu'il y avait une rivière là qui rentrait, donc il y a probablement de l'argile, etc. Et donc on s'attend, s'il y a il y a eu de la vie passée dans Mars, d'avoir des restes fossilisés là dans ce delta. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de rechercher avec Perseverance. Donc voilà, on s'est posé sur Mars. Alors on va progressivement prendre vos questions. On va rester plusieurs dizaines de minutes, aussi longtemps qu'il faudra. On est tous ensemble et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, posez-les dès maintenant. On va peut-être parler un peu du cratère. Thomas l'a mentionné, c'était un ancien lac. On est au bord d'un delta, d'une ancienne rivière, donc c'est là où il y a eu beaucoup d'eau. Et si je me souviens bien de mes cours de géologie, d'exogéologie, il y a des choses à voir avec les minéraux, les olivines, des choses comme ça. Peut-être Charles, tu... Alors les olivines, ça c'est, on préfère ne pas les trouver parce que ça ce serait par exemple une couche volcanique qui serait venue se superposer aux sédiments de la rivière et du lac, mais il y en a justement. Il y a des couches d'olivines à l'intérieur du cratère et il me semble qu'elles recouvrent plus ou moins, elles sont postérieures, qu'elles recouvrent une partie du delta, mais là je m'avance peut-être. Ce qu'on aimerait trouver, l'olivine étant un minéral constituant du basalte, bien sûr, tout ce qui serait sédiments transportés par les rivières qui viennent se jeter dans ce lac antique, il y a sans doute des débris d'olivine, puisque la matière première qui a été érodée par les rivières en amont, ça a été des roches volcaniques, mais aussi peut-être des argiles, parce qu'il y a eu le temps que là où coulaient les rivières, que de l'argile se soit formée dans des fumerolles ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça peut être délavé et amené dans le delta. Et puis voilà, et puis ça, dans le delta lui-même, ben, vous allez avoir des transformations chimiques, des minéraux qui vont également changer. Donc vous avez toutes sortes de possibilités. Donc c'est vraiment l'impact de l'eau passée qui va affecter les roches et qui va intéresser Oui, justement les futures analyses que va pouvoir faire maintenant oui, Persévérance. oui, oui. On part comme sur Terre, on part au départ d'une roche qui est plus ou moins volcanique, hein, qui est la matière première, qui est généralement basaltique dans la croûte d'une planète. Et puis progressivement, vous allez la décomposer, vous allez former des roches secondaires, des roches sédimentaires, des roches altérées. Ça va vous donner une nouvelle génération de roches où les particules peuvent s'agglomérer pour faire des argiles quand les flocons sont très fins, ou ce qu'on appelle des grès quand c'est des gros grains de sable. Voilà, vous allez faire des nouvelles générations avec la pâte d'origine que vous avez travaillé avec vos rivières en amont, et c'est ça qui arrive dans votre delta. Donc, ce sera très intéressant de voir ce que la nature nous a concocté. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc ça, c'est ce qui va permettre de comprendre les écoulements d'eau passée, donc peut-être la vie passée. Et d'ailleurs, Thomas, qu'est-ce que les scientifiques vont pouvoir rechercher, quelle biosignature ils vont pouvoir espérer trouver avec Persévérance? Bon, c'est plutôt des fossiles de bactéries, si vous voulez. C'est pas, on s'attend pas forcément à trouver des organismes macroscopiques, et encore, on ne sait pas. Encore, on Mais, ne sait pas, c'est vrai. mais voilà, ouais, c'est plutôt de la. Comme on va avoir de l'argile, et on s'attend à avoir c'est une matière aussi qui retient bien la biologie, en fait. Et donc, on s'attend à avoir des fossiles à l'intérieur de l'argile. Encore une fois, c'est la géologie, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Là, Charles, peut-être tu pourrais Ouais, complémenter sur ça. oui, en fait, c'est ça, c'est que la vie sur Mars, si jamais on la trouve, sera hyper primitive. Et si vous prenez l'exemple de la Terre, où on voit une vie super complexe maintenant, mais c'est extrêmement tardif. La vie sur Terre est apparue très tôt, et on s'attend à ce que sur Mars, elle soit apparue également très tôt, avec les conditions qu'il y avait de l'eau liquide il y a 4 milliards d'années. Dans les deux cas, la vie a pu démarrer. Alors, est-ce qu'elle a démarré sur Mars? On va voir, on ne sait pas. Mais prenez l'exemple de la Terre, il ne s'est rien passé d'extraordinaire entre le moment où les premières bactéries, les premières cellules, qui sont déjà des êtres extrêmement complexes, se sont formées il y a 4 milliards d'années, ou 3,8 ou 3,7,
Et puis, pendant à peu près 3 milliards d'années, il ne s'est rien passé. Les bactéries se suffisaient à elles-mêmes. Elles ont évolué en complexité, des bactéries de type comme ci, de type comme ça. Mais c'est resté à ce stade monocellulaire jusqu'à il y a à peu près 1 milliard d'années où on a commencé à voir des méduses et des choses comme ça. Et il a fallu attendre, c'est juste les derniers 500 millions d'années où on a eu des êtres vraiment macroscopiques, donc des mollusques et ensuite des arthropodes, et ensuite des insectes qui arrivent sur la terre ferme, etc. Alors sur Mars, on ne s'attend pas à avoir, même si c'est une bactérie, ce serait déjà hyper complexe. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à trouver des coquillages. C'est ça que je veux dire dans notre brave delta. Mais euh, trouver une trace de vie, ce sera sans doute de l'ordre du chimique. C'est-à-dire on ne verra sans doute rien, mais en revanche, on dira, attendez, là, il y a des molécules organiques assez complexes qui semblent être les restes de molécules encore plus complexes qui se sont dégradées et qui peut-être étaient biologiques. Je crois que voilà, ça va être à ce niveau-là qu'on va discuter. C'est une très bonne réponse. Alors, on va enchaîner les questions. Alors, à la régie, on m'a donné quelques questions qui commencent à s'empiler. Donc, c'est super. Continuez à poser vos questions. Donc, pour ceux qui ont raté, c'est dommage, mais tout sera en replay. Hein, pour info, tout sera en replay sur les réseaux Futura, YouTube et Facebook. Et donc le rover Perseverance et son petit hélicoptère s'est posé avec succès sur la planète de Mars. Et maintenant, nous répondons donc à vos questions. Alors une question, elle est où? Elle est là. Serait-il possible, alors on l'avait évoqué tout à l'heure, serait-il possible de créer de la vie sur Mars en lui rajoutant des composants manquants? Donc, et c'est là où j'avais évoqué la stérilisation des sondes. Peut-être Thomas, tu veux nous en dire un mot? Oui, on fait très attention à ne pas contaminer Mars, en fait. Il y a vraiment tout un organisme qui gère ça, même pour les sample return. En fait, lorsqu'on va avoir les échantillons qui vont revenir sur Terre aussi, on veut surtout pas les contaminer pour être sûr que ce qu'on analyse est correct. Et puis on ne sait jamais, on ne veut pas ramener un contaminant potentiel de Mars sur la Terre. Donc on fait vraiment attention à ça. Est-ce qu'on voudrait forcer à aller mettre des ingrédients de la vie sur Mars? Non, c'est pas du tout le but. Je sais pas si cette question mène à l'idée de terraformation, etc. C'est un truc que je trouve très science-fiction au final. Mais non, on a vraiment un procédé qui, comment dire, le rover en lui-même est très propre, très clean. On fait vraiment attention à ce que lorsqu'il est envoyé, voilà, on a très peu de bactéries qui viennent de la Terre, si vous voulez, et comme on est sur place après, voilà, on veut être sûr que ce que l'on observe, si on découvre quelque chose, soit vraiment quelque chose qui est sur place et pas qu'on vient d'apporter. Oui, ça serait dommage de Et, trouver de la vie et de dire ah ben non en fait c'est la bactérie qu'on a nous-mêmes apportée. c'est ça. Et les couches de sédiments, en fait, dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est avec potentiellement des traces de bactéries, ça s'appelle des stromatolites en, fait, en termes techniques. Et je crois que c'est vraiment ce que là on va regarder. Ouais, ça, ce serait super, ce serait le gros lot. Ouais. Effectivement, les bactéries sont microscopiques, mais elles vivent souvent en colonie. Et à force de vivre en colonie, elles déposent des cadavres en fines lamelles qui deviennent carrément des roches qu'on appelle effectivement, comme disait Thomas, des stromatolites. Et ça, c'est visible à l'œil nu ou avec une bonne loupe de terrain. Mais alors là, ce serait le Graal. Une loupe de terrain comme le microscope de comment il s'appelle l'instrument? De Matt Sherlock? Candy, Ça ouais, serait le et gros lot en Sherlock effet. aussi. Ouais. Parce que finalement, tout ce qui est biosignature, où on trouve des molécules, etc., précurseurs du vivant, il y a toujours une certaine ambiguïté, en fait. C'est même pareil pour les exoplanètes, au final. Vous savez, si vous découvrez de l'oxygène, du méthane, etc., tout ce qui est considéré comme biosignature, c'est toujours un peu ambigu, parce qu'on se demande si la chimie pourrait le former aussi. Alors que si vous voyez des stromatolites, c'est sans ambiguïté. Ok. Donc ouais les stromatolites donc ça serait vraiment le gros lot. Alors tu parlais de Ouais. stérilisation donc en effet on essaie de rien amener, absolument rien sur la planète Mars. Alors vous savez tous que là sur notre peau, surtout si on ne sait pas forcément laver les mains, etc., sur notre peau, dans nos cheveux, sur le bureau, etc., il y a des milliards et des milliards et des milliards de bactéries, et de micro-organismes qui vivent partout, même à l'intérieur de nous. Sur un rover comme Perseverance, on est de l'ordre du millier
à peine de bactéries, tellement c'est stérilisé à fond, quoi. On a stérilisé 99,99999% de tout. Et le problème, je rajouterais ça, c'est que c'est pas tant de tomber sur des bactéries qu'on a nous-mêmes, qu'on aurait nous-mêmes amenées avec le rover, c'est surtout un risque que, comme l'a rappelé Charles tout à l'heure, il y a quelques dizaines de minutes, il y a à peu près de l'eau et de la glace partout sur Mars, sous le sol. Donc s'il y a une bactérie, qui sait si elle peut peut-être se développer ou contaminer toute une région, on ne sait pas. Donc la stérilisation est de mise et donc non, on ne va pas chercher pour l'instant à voir si une vie externe peut survivre dans ces environnements. On fait ça par exemple dans l'ISS, mais pas sur pas sur les autres planètes. Alors, on va passer à une autre question. Peut-être une question pour Charles, celle-ci. Pourquoi la tectonique des plaques est moins active que sur Terre? C'est même carrément qu'il n'y en a pas, c'est ça? Ouais, pour le moment, on n'a aucune trace qu'il y ait eu. Alors, il y a certains chercheurs qui pensent que dans un très lointain passé, il y a eu un début de tectonique des plaques sur Mars qui expliquerait la disposition de certaines zones volcaniques, mais on en moins en moins. On parle surtout d'un mécanisme sur Mars de point chaud. En fait, une planète est chaude au départ, et puis elle reste chaude assez longtemps, d'autant plus qu'elle a des atomes radioactifs qui se désintègrent en son sein encore pendant très longtemps. Donc une planète doit évacuer sa chaleur. Il y a plusieurs façons de l'évacuer. Et la Terre a trouvé une façon très efficace, c'est effectivement la tectonique des plaques, mais c'est dû à un concours de circonstances. C'est dû en fait, d'abord, la haute température qu'il y a dans le manteau terrestre, euh, le fait que vous avez une croûte qui se solidifie sur un certain nombre de kilomètres en surface qui est de la bonne taille, et qu'il y a de l'eau, qu'il y a beaucoup d'eau dans le manteau terrestre qui change les conditions de fonte. C'est un peu paradoxal, mais si vous rajoutez de l'eau à une roche chaude, elle va fondre plus facilement. Et donc, on a ça sur la Terre, parce que la Terre est très riche en eau à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de son manteau. Euh, Mars a un manteau beaucoup plus sec, et donc ça grippe. Vous ne pouvez pas vraiment avoir des mouvements aussi intéressants de roches molles près de la surface pour déchirer et charrier des pans de croûte et faire de la tectonique des plaques. Voilà, très grosso modo, la grande différence entre Mars et la Terre. La Terre, très chaude encore, et Hydraté. puis de l'eau à l'intérieur du manteau qui titille la fonte et permet des mouvements de brassage assez conséquents qui craquellent sa coquille et font dériver des pans. Et il y a encore d'autres choses qui ont à voir avec la densité des minéraux, avec la Bien pression sûr. qui augmente plus vite quand vous descendez à l'intérieur de la Terre que quand vous descendez vers le centre de Mars. Et donc vous avez des changements de phase, comme on dit, de minéraux qui se passent à des profondeurs différentes et qui entraînent, qui font couler des pans de croûte terrestre, ce qui également dynamise la tectonique des plaques. Mais sur Mars, Parce que non seulement il faut rien de tout faire ça. monter des choses, mais il faut faire descendre des choses. Et voilà, ça marche très bien sur Terre. Mais ça, apparemment sur Mars, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Par contre, les points chauds, hein, c'est intéressant pour les exogéologues du coup. Donc les points chauds, pour les spectateurs, vous en connaissez certainement. C'est par exemple les îles d'Hawaï, qui sont un mécanisme de points chauds Ouais. qui est en- Et chez nous, la Réunion, nous avons un beau point chaud, nous Et à aussi. la Réunion. Ok. La précision du point d'atterrissage, ça se joue en centimètres, dizaines de centimètres ou de l'ordre du mètre? Est-ce que Thomas, tu as une réponse à ça? Non, de mémoire, en fait, on est dans quelque chose de 6 kilomètres de rayon. Donc c'est bien plus grand D'accord, quand donc même. on est. On a la zone qu'on a vraiment. Comme je vous ai dit, en fait, au dernier moment, le module avec le rover est capable toujours d'ajuster, mais finalement, la précision de la zone, c'est 6 kilomètres, ce qui est bien, bien, bien plus petit que tout ce qui a été fait auparavant, où grâce à cette technologie-là, où j'expliquais, où on compare la carte qui a été observée auparavant par l'orbiteur MRO, qui identifie donc les différentes structures,
Et donc, le Persévérance, elle compare cette carte au moment de la descente pour ajuster. Et donc, on est capable d'être bien plus précis. Mais tout de même, ouais, il y a 6 km grosso modo. La durée, peut-être, je crois que tu l'avais mentionné au début, peut-être on va le rappeler, la durée des tests de l'équipement et du rover en général. Entre la fabrication et le. Non, je crois que et le- Thomas l'avait mentionné au tout début, la durée de vie de la mission en fait. Ah oui. Ah, ouais. Bon, généralement, c'est une année martienne, donc environ 667-668 jours terrestres. Mais c'est la durée nominale, hein. Encore si tout se passe bien, ça peut continuer Bien plus sûr, on a eu longtemps. Faut savoir qu'on l'exemple est. avec Opportunity. Ouais. Ouais, ouais, là, on n'est pas sur des panneaux solaires, en fait, c'est une propulsion, enfin, entre guillemets, propulsion nucléaire à Une sucre plutonium génération nucléaire. qui alimente le rover. Et donc, oui, donc ça peut durer potentiellement au-delà si tout se passe bien. J'ai vu quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'on pense réalimenter Opportunity? Non, Opportunity, c'est terminé, Ouais, il nous a quittés. voilà, c'est coincé, les panneaux solaires sont morts, il y a plus vraiment Mm. moyen. Et il faut savoir que des sondes comme Spirit et Opportunity qui sont posées en 2004, leur temps de mission prévu, on avait signé l'assurance, c'était 90 jours. Et l'une a roulé pendant 7 ans et l'autre à peu près 15, hein, si je ne m'abuse. Donc, pour 90 jours, je crois qu'on a vraiment, on est allé bien au-delà de la garantie. Ouais. On est toujours très conservateur sur toutes les missions spatiales, en fait. Et je sais qu'on a eu hier, en fait, des débats avec, oui, pourquoi on n'a pas de système pour nettoyer les panneaux solaires, par exemple, sur InSight, mais parce qu'en fait, la durée nominale de la mission est plus courte et donc la poussière n'est pas un problème pour cette courte durée. Alors forcément, après, si la mission s'étend, là, on a une accumulation et ça commence à devenir un problème. Mais les objectifs scientifiques, généralement, sont à la base établis pour la durée nominale de la mission. Tout à fait. Et n'oubliez pas que chaque kilo est compté, le kilogramme est compté. Donc, mettre Ouais. des essuie-glaces, etc., sur les panneaux solaires, c'est Ouais. un nouveau degré de complexité et 1 ou 2 kilogrammes en plus. Et voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter. Une poussière très abrasive, en plus des Ouais, charges ouais, électrostatiques. ouais, Tout à fait, on oui. raillerait tout. Et on le voit en ce moment d'ailleurs avec Insight qui lui fonctionne toujours et fonctionne aussi avec des panneaux solaires où en ce moment les panneaux solaires sont complètement recouverts de poussière et Ouais. l'énergie que reçoit l'atterrisseur Insight, donc c'est pas un rover du coup, est bien moindre. Alors, est-ce qu'il y a encore J'avais quelques passé une question questions? Vas-y. sur le manteau qui s'épaisirait sur Mars. En fait, on, on pourrait dire que le manteau devient de plus en plus visqueux parce qu'il se refroidit. Ce serait plutôt ça. Et également, oui, voilà, parce que la taille du manteau, la taille du noyau sur Mars reste à peu près identique maintenant. C'est juste des changements de leur état. Le noyau en particulier, est-ce qu'il y a encore de la fonte du fer fondu dans le noyau martien? Je crois que oui, hein, je crois que ça a été prouvé que oui. Il n'y a pas de champ magnétique, mais il n'y a pas de courant de convection suffisamment important dans le noyau pour faire un champ magnétique, mais il y a encore une partie du noyau martien qui est fondue. Et il y a une autre question pour rester sur les changements de Mars. Est-ce qu'il y a des saisons sur Mars? Alors oui, peut-être que Thomas, tu peux nous en dire quelques mots. Oui, oui, on a pareil, on a l'été et l'hiver, un peu comme sur la Terre, en fait, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, on peut avoir des températures estivales, enfin près de l'équateur, qui montent jusqu'à 20 degrés, quoi, à peu près, mais bon, ça peut descendre très, très, très bas. Comme disait Charles, en fait, on a des amplitudes thermiques qui sont énormes, hein. Ça aussi dû au fait que l'atmosphère est très faible, et donc on a quand même très peu de convection, etc., de chaleur, et donc bon, c'est très dépendant si vous voulez, de l'insolation et donc de l'angle du soleil et autres. Mais oui, on a des saisons. Alors, il y avait une autre question que je voulais pas trop rater. Eh ben, je vais l'avoir me noyer dans le flux de questions. Pendant que tu la cherches, ce qui est intéressant de dire au sujet des saisons aussi, c'est que l'axe de rotation de Mars change beaucoup au cours des âges astronomiques et géologiques. Donc en ce moment, elle est à peu près comme la Terre, hein. Elle est à peu près inclinée à une vingtaine de degrés. Donc on a des saisons un peu similaires aux saisons terrestres,
au niveau de leur amplitude, mais il y a des moments où l'axe de rotation de la planète bascule beaucoup plus, et à ce moment-là, vous avez des saisons hyper contrastées. Hmm. Eh ben, j'ai pas retrouvé ma question. Thomas, tu nous parlais du spectromètre, des spectromètres tout à l'heure. Pourquoi un spectromètre dans le vert, plutôt, donc pour Supercam, plutôt que dans l'UV ou d'autres spectromètres comme dans l'IR, comme les autres spectromètres du rover? Je sais pas, peut-être une histoire de redondance, étant donné que le spectromètre Raman dans l'UV était déjà sur Sherlock. En fait, les différents niveaux d'énergie vont pouvoir permettre de sonder différentes choses, hein. C'est toujours pareil avec la télédétection. Donc, en fait, ils apportent sûrement des informations complémentaires à ce niveau-là, parce qu'ils amènent des niveaux d'excitation différents à cause de différentes longueurs d'onde. Ouais, ils choisissent la longueur d'onde en fonction sans doute des atomes qu'ils veulent le plus identifier. Donc, ils vont raisonner comme ça. Ils disent, dans le vert, il y a une raie spectrale du magnésium, je dis n'importe quoi, et qui nous intéresse. Donc, on va se focaliser sur ces longueurs d'onde-là. Peut-être, hein. Et c'est surtout au niveau moléculaire, en fait. Donc, c'est différents modes, soit les modes de rotation, les modes de vibration. Et donc, en fait, encore une fois, en fonction de l'énergie qui est envoyée, D'accord. Là, c'est les modes seront moléculaire et différents. pas atomique. Ouais. Ouais. Une question d'Antoine, combien de personnes travaillent sur une mission de ce genre? C'est une question pour Thomas, vu que tu vois ça un peu de l'intérieur, par exemple sur le JWST. Bon, c'est de l'ordre de milliers, quoi. C'est vraiment gigantesque, quoi. C'est de l'ordre de milliers de personnes. Ça prend du temps. De mémoire, donc la mission a été acceptée en 2012. 2012, Et donc voilà, là, on est en 2020. l'ouverture des Ouais, offres pour les instruments, c'était en 2013. Donc ouais, ouais. c'est Mais je crois qu'elle a été acceptée officiellement peut-être à l'AGU, quelque chose comme peut-être ça, en quelque chose, ouais. 2012. Donc ça fait un bon moment. Et donc on a plein d'ingénieurs, on a des gens de la communication aussi, il y a tout le management, les scientifiques. Donc c'est vraiment des équipes, ouais, vraiment de milliers de personnes. On est 17 000 à la NASA. Bon, forcément, on ne travaille pas tous sur cette mission. Mais voilà, c'est vraiment une échelle de quelques milliers de personnes. Hmm. Et pour rappeler, on parlait des instruments tout à l'heure. Évidemment, c'est une mission américaine, mais la moitié des instruments, à peu près, sont européens. Ils sont français, espagnols, norvégiens. En France, majoritairement, c'est à Toulouse avec le CNES et l'IRAP, mais ça implique aussi des dizaines d'autres universités à travers la France, avec évidemment tout le personnel qui va avec. Donc c'est absolument fantastique, hein. C'est l'humanité qui va sur Mars, entière, presque. Il y a une très belle collaboration avec l'Europe et les États-Unis concernant Mars depuis un bon moment. Alors, il y avait une autre question, donc ça c'était la question du nombre d'équipages. Et alors, ça parle énormément. Alors, ouais, c'est ça, une question que je vais répondre assez rapidement. Comment font-ils pour contrôler le rover à distance? Est-ce qu'ils pilotent avec un délai ou c'est grâce à des programmes? Eh bien, c'est les deux. C'est les deux. La plupart des choses sont programmées, mais avec le délai de 11 minutes, ça peut varier. Les ingénieurs au JPL vont pouvoir lancer certains programmes ou pas. Par exemple, l'atterrissage qu'on a vécu en direct il y a maintenant une demi-heure, c'était entièrement automatique. Et les ingénieurs vont dire, bon bah tiens, là on a une photo, ok, on va aller par là, ok, et après le rover se débrouille par exemple. Donc c'est vraiment les deux. Euh, euh, euh. Alors on va encore prendre quelques questions pendant à peu près quelques minutes, 5 minutes disons. Et puis on pourra se dire au revoir. Mais on va rester encore ensemble quelques instants. Et la Chine ne collabore pas. Eh ben, c'est une question très intéressante et très complexe. On va pas forcément entrer dans les détails parce qu'on va pas forcément avoir le temps, mais le Oh, on peut dire que c'est politique, hein. Ça, c'est assez c'est politique, oui. C'est politique. la Chine veut montrer sa compétence dans l'arène internationale, euh, y compris même dépasser les nations qui l'ont précédé, et c'est pour ça qu'ils essayent de faire des premières que les autres nations n'auront pas faites. Le fait simplement, par exemple, de poser l'un de leurs revers sur la face cachée de la Lune, quelque chose que les autres n'avaient pas encore fait. Donc, il y a un intérêt scientifique, mais il y a également un petit intérêt politique. Au passage, allez, on fait une première.
Voilà, alors savoir que pour Persévérance, c'est même encore plus spécifique, puisque on parlait de 2012-2013, donc quand la mission Persévérance a été acceptée, qui n'avait pas le nom de Persévérance à l'époque, juste mars 2020. C'est écrit explicitement dans les documents officiels que la Chine ne devrait pas avoir accès aux données directes de la sonde. Alors ça va sûrement changer, surtout que maintenant la Chine est devenue un acteur assez majeur du spatial mondial. Et la Chine veut collaborer d'ailleurs, elle collabore déjà avec l'Europe par exemple. On va avoir par exemple l'excellente mission SVOM pour analyser les sursauts gamma rapides. Non, je confonds les deux. Oui, c'est ça, les sursauts gamma tout simplement. Donc c'est une mission franco-chinoise par exemple. Donc c'est évidemment de la politique et bon, on va pas forcément en parler pendant des heures, mais de toute façon, l'exploration spatiale tend à aller dans tous les cas vers la collaboration. C'est le cas maintenant avec les États-Unis, la Russie, l'Europe, et bientôt avec les nouveaux acteurs du spatial, la Chine, les Émirats, l'Inde, etc., qui sont encore naissants, mais qui vont bientôt entrer dans les collaborations. Et d'ailleurs, en parlant de collaboration, parlons de... C'était une question au sujet de la sonde Hope des Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'il y aura un lien, une collaboration entre les deux avec Persévérance au sol? Peut-être Thomas, ça sera un peu comme j'imagine un peu comme le repérage des zones, etc., vu depuis l'orbite. Ah. Est-ce Ou qu'on peut peut-être comme imaginer ça? TGO, en fait, donc l'orbiteur européen qui va donc nous donner des informations aussi sur le rover dans quelques heures, avec un décalage. Donc, je ne sais pas vraiment pour Hub, mais je suppose que oui, il y a sûrement une collaboration de cette Ils sont manière-là loin. aussi. Ouais. Hope, Ils ils sont sont loin. loin. Ils sont sur une orbite d'à peu près, il me semble, 40 000, 100 000 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc, ils ont une vocation surtout météo, qui est assez éloignée de ce que font les Américains au sol. Donc, avec Hope, je ne pense pas qu'il y aura une grande collaboration. Euh, j'ai juste vu une question passer que serait sympa que Thomas y réponde, parce qu'il serait bien placé pour répondre. C'est sur quel est votre parcours pour un jeune qui voudrait devenir astrophysicien ou géologue planétaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme Et étude? on va pouvoir finir Alors, là-dessus d'ailleurs. ouais, c'est une très belle question. Bon, il y a plusieurs chemins possibles. Dans mon cas, en fait, j'ai toujours voulu devenir astrophysicien. Donc, j'ai fait un bac scientifique, forcément. Après, j'ai fait une licence de physique, physique-chimie. Et ensuite, je me suis dirigé vers un master en sciences spatiales à Liège. Donc, la physique-chimie, c'était à l'ULCO, à Dunkerque et Calais, dans le nord de la France. Donc, ensuite, en Belgique, pour mon master d'astrophysique. Et ensuite, je me suis dirigé vers une thèse en sciences de la Terre. Je suis parti un petit peu, j'étais dans l'espace, j'ai étudié les étoiles, je suis revenu plus ou moins sur Terre. Et là, j'ai étudié les cirrus, qui sont les nuages de glace de la haute atmosphère sur Terre, enfin la haute troposphère. Et ce qui m'a permis aussi d'arriver à la NASA. Donc, j'ai eu ma thèse de doctorat là-dessus en physique de l'atmosphère. Et ensuite, j'ai postulé à un post-doctorat à la NASA. C'est-à-dire, vous avez votre doctorat, et ben, c'est pas encore fini, c'est toujours bien de faire ce qu'on appelle un post-doctorat. On va à l'étranger, on acquiert de nouvelles connaissances dans un nouveau laboratoire. Et là, ça passait par un concours, donc je suis arrivé là-dedans à la NASA. J'ai continué à étudier les cirrus, mais j'avais toujours vraiment envie de revenir vers l'astronomie, l'astrophysique en général. Et donc, j'ai simplement fait du networking, comme on dit, des contacts en français, je crois qu'on dirait. Oui, Et du réseautage, je crois que du c'est un mot réseau, ouais, officiel en d'accord, du français. réseautage pour donc avec les gens qui travaillent dans les exoplanètes, parce que je me disais, ok, j'ai un master en astronomie, j'ai une thèse en sciences de l'atmosphère de la Terre. Si je mixe les deux, bah, je peux étudier les atmosphères de Mars ou l'atmosphère des exoplanètes. Et donc voilà, quoi. Donc c'était un parcours très physique, en sciences physiques, je veux dire. Mais après, il y a différentes voies Hmm. possibles pour arriver là. Sachant que surtout que l'astrophysique et l'espace c'est extrêmement large. Ça peut être Ouais. comme voilà, Charles à côté est géologue et il peut étudier les planètes. Thomas aussi est passé de l'étude de l'atmosphère. Maintenant, il découvre des exoplanètes en orbite d'autres soleils. Et c'est ouf. Et on peut étudier tout aussi bien les soleils avec de la physique des plasmas, de la physique des fluides. La cosmologie, même la cosmologie, l'étude du Big Bang, de l'expansion de l'univers. Là aussi, d'ailleurs, on utilise un peu quelque part la physique des fluides.
Tous les aspects, la formation des planètes, des systèmes solaires, des galaxies, l'évolution du Big Bang et même l'infiniment de petit. La physique des particules intervient énormément en astrophysique, ce qu'on appelle les astroparticules. Donc c'est extrêmement vague. Et d'ailleurs même sans faire de la recherche, même les médecins peuvent devenir astronautes, hein. C'est un autre domaine, mais c'est un des domaines les plus ouverts et les plus ouverts en sciences aussi. Ouais, ouais. Voilà. Faire du spatial, c'est voilà, c'est d'abord commencer par faire bien réussir à l'école, s'intéresser à tout, s'intéresser aux maths, s'intéresser à la physique, s'intéresser à la chimie, et puis petit à petit, vous trouverez votre spécialisation. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, on voit en bas à droite de votre écran des images du parachute. Ce sont des images de parachute enregistrées sur Terre pour les essais, hein, bien sûr. Les vraies images sur Mars en couleur, avec toutes les vidéos qui vont bien, ça viendra dans les prochains jours. Restez connectés du coup. Et puis sur ces belles paroles de curiosité et de passion pour la science Et de, et de et de persévérance. persévérance, on va pouvoir vous dire passer à la conclusion finale. Donc Charles, où est-ce qu'on vous retrouve? Oh, moi, je suis dans mon petit coin en Bretagne, bien caché, en particulier à écrire. Et puis sinon, j'enseigne aux États-Unis. Donc, mais en France, je prépare, par exemple, un livre sur la Terre, sur les légendes de la Terre, euh, les légendes géologiques, comment on explique les paysages avec des belles légendes et du folklore. Ça m'intéresse également beaucoup, Magnifique, le côté culturel. Voilà. génial. Et en attendant du coup ce futur livre, vous pouvez retrouver tous les anciens livres publiés de Charles Frankel sur la géologie, sur Mars, sur l'espace, pour en avoir toujours plus et pour alimenter toujours plus votre curiosité insatiable. Quant à Thomas et moi-même, pour abréger, vous avez tout le temps du monde de nous retrouver tous les deux sur le groupe Facebook Cosmonium. Vous tapez dans la barre de recherche Facebook le mot-clé Cosmonium, comme ça se prononce, hein, un mot latin. Et vous retrouvez donc Thomas, moi-même, ainsi que d'autres scientifiques de différents domaines pour poser toutes vos questions. Et pouvoir parler aussi longtemps que vous voulez en dehors de ce live qui est trop court pour, pour dire tout ce qu'on voudrait se dire. Et quant à moi, personnellement, vous me retrouverez sur Futura. Gardez toutes vos questions que vous avez passées auxquelles on n'a pas répondu. On en reparlera dans les chroniques de l'espace. Tous les samedis sur deux sur Futura dans les étoiles, sur la page Facebook et sur YouTube Futura, et maintenant sur Twitch. Et on répondra à toutes les questions que vous avez qu'on n'a pas pu répondre. On aura plein de temps et on abordera plein de sujets divers et variés. Voilà, on est sur Mars. On est On est sur sur Mars. Mars. On est sur Mars pour la 9e fois. On est sur Mars. C'est ça. Voilà. Donc un grand moment hein, avec des enjeux énormes. Donc on a dit pour le retour d'échantillons, pour la recherche de vie passée. Et ça nous réserve plein de surprises qu'on va découvrir tous ensemble dans les jours, semaines, mois, années à venir sur Futura. Reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis à la prochaine. Au Au revoir tout le revoir. monde.